Bienvenue dans cette deuxième partie de ce Quantique Planète avec notre invité Olivier Clerc pour ce livre, je vous le rappelle, Les lettres à ma prochaine incarnation, c'est aux éditions Flammarion. Olivier, nous en étions à travers l'inspiration, l'intuition et comment pouvoir avoir un impact sur notre réel tout en ayant cette connexion à la transcendance et comment répéter, remettre son métier en ouvrage de façon à pouvoir arriver à cette maîtrise et puis pouvoir laisser suffisamment de place pour que les choses soient fluides. Une des choses qui je dirais peut-être est le ou les mots de notre société, en tout cas c'en est la cause, ou ça en serait, même s'il y en a peut-être plusieurs, tu parles des relations humaines. Donc une lettre consacrée spécialement aux relations. Voilà, donc tu nous parles d'analphabétisme relationnel, en lien notamment avec ton enfance, à quel point il était difficile pour toi de te mettre en relation avec les autres. Alors, notre société, tous nos conflits sont générés par cette alphabétisation relationnelle. Les conflits sont quoi? Sont générés par de l'incompréhension, par le fait de vouloir avoir raison, par le fait de vouloir avoir une emprise sur l'autre, de pouvoir. Bref, la lettre qui aborde les relations est particulièrement un tournant dans les 14 lettres que tu as faites, parce qu'elle nous amène à aller voir surtout en nous ce qui se passe. Oui, puis en fait ce que j'explique dans ce livre, c'est que moi j'ai commencé par m'imaginer que le cheminement spirituel que je suivais allait régler tous mes problèmes. Pour moi, l'esprit englobe tout, donc si on suit un cheminement spirituel, ça doit aussi régler les questions relationnelles. Et dans la réalité, dans ces 11 années que j'ai passées dans une communauté spirituelle, je me suis rendu compte que les problèmes relationnels étaient loin d'être réglés, ils avaient même plutôt tendance à être exacerbés, parce que quand tu as un idéal spirituel, c'est-à-dire que tu vises à un certain perfectionnement intérieur, eh bien tu tolères d'autant moins facilement tes défauts, tes manquements et ceux des autres. Donc on trouve dans de nombreuses communautés, monastères, couvents et autres lieux, ou des ashrams et compagnie, on trouve des tensions, des conflits humains considérables, à Auroville comme ailleurs. Avec Ama, juste cette parenthèse aussi avec Ama, qui est un maître spirituel et qui a un centre en Inde où il y a bon nombre de gens qui viennent pour suivre son aura, ses enseignements, ses différents projets, et c'est la foire d'Empogne. Oui. Et donc moi ça m'a beaucoup interpellé, et quand je suis sorti de cette expérience-là, je me suis dit, il me manque des trucs, quoi. Et c'est là où je retrouve les éditions Jouvence, que je connaissais à leur création, et je vais avoir à cœur, en tant que directeur littéraire, de publier principalement des auteurs qui ont des choses intéressantes à dire sur ce sujet, parce que ça m'intéresse déjà bêtement, moi, à titre personnel. Donc ça va être Marshall Rosenberg avec la communication non violente, ça va être Miguel Ruiz avec les accords Toltec, ça va être Jean-Jacques Crèvecoeur avec ce qu'il avait créé à l'époque, s'appelle la dynamique relationnelle systémique, la dynarcis. Depuis, il a créé et développé beaucoup d'autres choses aussi. Et puis plein d'autres auteurs, Colette Portelance et j'en passe. Et ce chemin va vraiment m'amener à me dire, mais on a une éducation qui est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on passe 15 ans, 20 ans sur les bancs de l'école et on s'occupe de la tête. 2 heures d'éducation physique par semaine et le cœur, zéro pointé. Jamais on s'occupe ni des émotions, ni des relations, de savoir ce qui se passe, notre ressenti, etc. Enfin, il y a par-ci, par-là, dans quelques écoles, des petites amorces de changement. Certains utilisent la CNV, d'autres intègrent des bouts d'accords Toltec ou d'autres choses. Mais on a un retard considérable. C'est-à-dire qu'on était dans l'ancien paradigme qui opposait tête bien faite et tête bien pleine, mais on est toujours dans la tête. L'idée, c'est plus aujourd'hui de savoir si on a une tête bien pleine ou bien faite, c'est de se dire on n'a pas qu'une tête, on a un cœur, on a des ressentis, on a des sentiments, on a des émotions. Et si je suis un analphabète à ce niveau-là, eh bien je ne saurais pas identifier les émotions que je ressens, je ne comprendrai pas d'où elles viennent, je vais en rejeter la responsabilité sur les autres. Dans le même temps, je vais me sentir moi responsable des émotions de mes parents, des gens autour de moi, donc je vais essayer de contrôler leurs émotions par tout un tas de jeux relationnels qui sont en général catastrophiques. Je ne saurais pas gérer les conflits ou mal.
cette incapacité à gérer les conflits va favoriser tous les types de violences qu'on connaît. Puis alors après, tu prends une personne qui est un analphabète relationnel, le jour où il est ministre, où il est président de la République, où il est patron du CAC 40 ou que sais-je, eh bien, c'est toutes ces problématiques-là qui vont prendre des proportions beaucoup plus grandes que simplement le cadre du couple ou le cadre de la famille. Donc, je suis personnellement convaincu qu'un des plus grands leviers de changement qu'on a aujourd'hui passe par cette alphabétisation relationnelle. Moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans dans le développement personnel, les livres, c'était la psychocybernétique, c'était la pensée positive, c'était la visualisation créatrice, c'était très mental, tu vois. Et puis un jour, on se rend compte que essayer de mettre de la pensée positive sur un cœur qui fonctionne pas bien, ça ne sert à rien. Tu vas pas faire de la pensée positive si tu rumines des ressentiments, des haines, des non-dits, des chagrins, des peurs, etc. Donc à un moment, il faut aussi s'occuper de tout cet étage-là. Et on a vu dans ces 20 dernières années au moins un essor de tout un tas d'approches et d'outils visant à ça. Sauf que pour l'instant, ce sont surtout des adultes qui en bénéficient. Avant que ça rentre vraiment dans l'école, qu'on commence à se dire que peut-être que le latin et le grec sont moins importants aujourd'hui pour construire des êtres humains équilibrés, épanouis, sensibles aux autres, il risque d'y avoir encore du chemin à faire, quoi. Alors, ce qui m'interpelle dans cette histoire de relations humaines, c'est que, comme tu l'as dit dans la première partie, voilà, l'essentiel pour toi, c'était pas tant de réfléchir et d'aborder des concepts, quand bien même ces derniers semblent logiques, rationnellement parlant, mais c'était de les éprouver. Donc tu as fait toutes sortes de stages dans ce cadre-là pour apprendre finalement qu'est-ce qu'avait à libérer ton cœur de souffrances émotionnelles, de voir dans quelle mesure tu pouvais faire part de tes doutes, de tes peurs, de tes blessures, sans que l'autre se sente agressé par ces dernières. Donc ces différents stages que tu as eu l'occasion de faire t'ont amené à pouvoir voir quels étaient les outils les plus performants. Or, il s'avère que, tu nous dis dans ce livre, que ça dépend, ce qui peut être opérationnel pour l'un n'est pas forcément pour l'autre, et que il serait limite dangereux de croire qu'une pratique, une méthode serait le Graal de la technique libératrice par excellence. Et d'ailleurs, tu mets du doigt justement ceux qui ont créé ces différentes pratiques et qui auraient tendance à dire ou à promouvoir que leur pratique est la seule et unique vraie pratique qui permette de libérer... Ou si c'est pas eux, c'est leurs plus proches et premiers disciples qui ont tendance derrière à faire un dogme, à faire une église, à faire quelque chose de figé autour de la parole du fondateur qui était souvent plus large et plus ouvert que ça. Mais c'est vrai que le couteau suisse n'existe pas dans les méthodes de développement personnel. Donc telle méthode c'est une bonne tenaille, telle méthode c'est une bonne pince, un bon marteau, etc. Mais de vouloir dire avec tel outil je règle toutes les problématiques relationnelles, c'est faux. Ça donne des gens qui s'enferment dans un outil qui, au lieu d'utiliser cet outil quand il est opportun et de savoir le poser et en prendre un autre quand il faut en prendre un autre, sont prisonniers de cet outil-là. Et ça amène des effets pervers qui seraient facilement évitables si on disait si vous voulez enfoncer un clou, c'est un marteau, mais si vous voulez enlever un clou, c'est une tenaille. Voilà, vous ne pouvez pas n'avoir qu'une tenaille ou qu'un marteau. Je cite souvent l'exemple de la communication non violente, la CNV, puisque justement j'ai publié le livre de Marshall, j'ai suivi une formation avec lui, et que c'est durant cette formation, en 98, il y a plus de 20 ans, que je vais assister à une situation incroyable avec la trentaine de personnes qui suivent cette formation. Et je me dis, il se passe quelque chose de très bizarre. Il y avait une tension, il y avait quelque chose qui allait pas du tout et qui va m'amener, cette prise de conscience qui va déboucher quelques années plus tard sur l'écriture de mon livre « Le tigre et l'araignée, les deux visages de la violence », c'est de dire la violence, elle a deux polarités qui sont complètement différentes, que j'ai symbolisées par ces deux animaux, le tigre et l'araignée. Et un outil comme la CNV est un outil génial pour désamorcer la violence du tigre. Il est fait pour ça. Tous les exemples, sans exception, donnés par Marshall Rosenberg dans son livre fondateur ne sont que de violence du tigre. Mais c'est un outil inadapté la plupart du temps face à la violence de l'araignée. Si tu portes un gilet pare-balles, c'est super si je te tire dessus avec un pistolet. Mais si je verse du poison dans ton café, ton gilet pare-balles, il ne te sert à rien. Voilà.
Donc vouloir promouvoir le gilet pare-balles comme étant la solution pour tout type d'agression, c'est faux. Voilà. Et de la même manière, chaque outil, il faut en délimiter exactement où c'est pertinent, où c'est valable, et puis où il faut aller chercher un autre outil qui est complémentaire, et petit à petit se faire une vraie boîte à outils avec plusieurs choses complémentaires qu'on utilise librement et avec discernement selon ce que la vie nous propose. Alors, tu viens de le préciser de manière générale. Donc, il y a des méthodes pour, déjà d'une part, nouer des relations, les cultiver, ces relations, gérer les conflits. Et il y a d'autres méthodes qui sont là pour guérir les fameuses blessures. C'est-à-dire que non seulement il s'agit d'apprendre à nourrir une relation, quelle qu'elle soit, même avec, entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier de l'ennemi, mais en même temps, c'est pas parce qu'on apprend à communiquer avec l'ennemi que la blessure, elle, est guérie. Donc, c'est vraiment sur différents tableaux, cette histoire. C'est vraiment d'apprendre à faire autrement, une autre manière d'être en lien avec l'autre dans cette altérité, et en même temps, c'est qu'est-ce que je fais de mes casseroles ? Oui. Comment je vais pouvoir les soigner ou les guérir ? Ouais. Est-ce que là aussi, il y a des limites dans les pratiques, dans les techniques ? Alors, la réponse va être forcément oui. Je te pose cette question-là parce que je me dis, comment est-ce que ou quel conseil tu donnerais à ceux et celles qui nous écoutent par rapport à ces blessures, vu la palette énorme de pratiques diverses et variées qui nous entraînent à libérer ces souffrances émotionnelles, à mettre un baume dessus, vers quoi se tourner comme outil, justement. Comment faire le choix ? Alors ça, c'est une vaste question. D'abord, je voudrais juste préciser une chose. Dans tout ce que tu as énuméré, il y a une chose que tu n'as pas dite, mais qui me semble importante. C'est aussi nécessaire, à certains moments, de savoir rompre une relation. On n'est pas obligé de rester en relation avec quelqu'un dont la fréquentation peut être toxique pour nous. On peut dire stop, sans animosité, sans esprit de vengeance, sans ressentiment, mais de dire pour mon intégrité émotionnelle, cette personne-là, je vais éviter d'être en contact. Desmond Tutu en parle très bien dans son livre qui s'appelle Le Livre du Pardon, et j'en parle aussi dans mon livre Peut-on tout pardonner ? Maintenant, pour revenir à ta question, il existe effectivement un large éventail d'approches sur le marché. Si avec mon épouse Annabelle, on a organisé 4 années durant les journées du pardon au Val de Consolation, c'était justement pour réunir sur cette thématique du pardon, que moi j'appelle la guérison des blessures du cœur, des intervenants complètement différents. On en avait une vingtaine par année, venant de nombreux pays différents, et ça ne me dérangeait pas d'avoir dans une même édition des gens avec des approches contradictoires. Parce que quand tu vas dans un restaurant et que tu vas au buffet, tu peux avoir du sucré, du salé, de l'épicé, de l'amer, puis c'est toi qui te composes l'assiette dont tu as envie ce jour-là. Eh bien, notre idée avec ces journées, c'était un grand menu dégustation, amenant les gens à découvrir un éventail d'approches, de témoignages, de méthodes permettant de cheminer vers cette guérison du cœur par le pardon. Puis après, de se dire, moi c'est plutôt celle-là, ou moi c'est plutôt celle-là. Moi, ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est que les gens trouvent le moyen de guérir leurs blessures, mais qu'ils utilisent cette thérapeutique-là ou cette thérapeutique-là, ça m'est égal. Que tu préfères l'homéo à la phyto ou que tu préfères l'allopathie à l'acupuncture, c'est ton choix. Du moment qu'avec cette thérapie-là, tu arrives à cheminer vers ton épanouissement et ta guérison, c'est tout bénef, tu vois. Et je reviens sur la question, donc comment effectuer le choix, comment savoir, n'ayant pas expérimenté, parce que quand on va voir un thérapeute, ce dernier a donc un outil spécifique. Si on ne l'a jamais expérimenté, on ne sait pas quels en seront les effets. Oui, mais si tu vas chez ce thérapeute, c'est que tu as entendu parler de lui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je vais aller voir telle méthode ? Qu'est-ce qui fait que je pars rencontrer Miguel Ruiz au Mexique ou Marshall Rosenberg à Neuchâtel ? Ouais. C'est que j'ai entendu parler d'eux, c'est que j'ai peut-être lu un de leurs livres, c'est que j'ai rencontré des gens qui les ont croisés. Et moi, je dis souvent, j'ai toujours cette même phrase, mais elle est tellement vraie. Je dis, moi, j'achète pas de lotion pour faire pousser les cheveux à un mec qui est chauve. Donc, je vais chercher des gens qui sont des exemples vivants. Si je vois quelqu'un qui est allé chez tel thérapeute, que ce soit du corps ou du cœur, et puis qui en revient plus épanoui, plus heureux, mieux dans ses baskets, etc., j'ai envie de lui dire, qu'est-ce que tu as fait là ? Comment ça se fait que ça va super mieux dans ta vie, tu vois ? J'ai fait un stage avec un tel, ou j'ai fait une séance avec un tel. Puis si tu en vois non pas 1, mais 2, 10, 15, 20 qui ont fait un joli chemin avec tel outil, avec telle approche,
tu commences à te dire ça peut être intéressant. Donc, comme on fait tous, on se renseigne, on regarde, on essaie d'avoir des avis contradictoires, et puis ensuite, courageusement, on se lance. Des fois, on se prend des vestes, malgré ces précautions-là, mais on s'en prend aussi en allant chez des thérapeutes du corps qui pratiquent des choses qui sont des fois valables et des fois qui le sont moins. Le risque zéro, là-dedans, il n'existe pas, mais je pense que aujourd'hui, en plus, avec tous les moyens qu'on a à disposition, c'est quand même devenu plus facile qu'il y a 15 ou 20 ans, de pouvoir se renseigner avant de suivre un cours, avant d'aller suivre une séance avec telle ou telle personne. Tu nous dis la liberté de penser va de pair avec la liberté affective. Tu peux développer? Pourquoi? Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, si intérieurement j'ai des trucs non réglés au niveau émotionnel, eh bien, comme le cœur se situe entre la tête et les mains, ces problématiques affectives, émotionnelles, vont déteindre déjà sur ma façon de penser. Je ne vais pas arrêter de tourner ça dans ma tête, d'y repenser, il m'a dit ci, puis ça. Et donc, toute ma façon de penser va être conditionnée par mon cœur. Et tu sais, quand j'étais gamin, il y avait cette expérience que j'adorais, il y avait des tables en formica, tu colles un aimant dessous, puis ensuite tu saupoudres l'émail de fer, et puis d'un coup, oh, magie, tu vois apparaître le champ magnétique. Ça forme, si tu écartes l'épaule, ou si tu... en fait, le champ en dessous, c'est le cœur. Le cœur dégage quelque chose, si tu veux, dans notre ressenti, dans nos émotions, qui va ordonner nos pensées comme la limaille de fer est orientée par l'aimant. Donc, je peux souffler sur la limaille, mais si j'en reverse, elle prendra la même forme. Je peux mettre de la limaille bleue, rouge, violet, tout ce que je veux, elle prendra toujours la même forme. Donc, vouloir s'occuper simplement de changer ses pensées, alors qu'on a des choses qui, au niveau du cœur, sont coincées, on risque de perdre beaucoup de temps et de travailler sur un niveau qui est relativement symptomatique par rapport à où ça coince véritablement. Alors qu'à l'inverse, moi j'ai vu des gens utiliser des techniques comme celles que je promeus par exemple pour la guérison du cœur, ce travail sur le pardon, et avoir des changements, mais non seulement ils avaient le cœur guéri, puis tout d'un coup, waouh, ils ont posé des fardeaux de haine, de rancune, de colère, de machin qui traînaient depuis des années, voire des décennies. Mais en plus, tout d'un coup, tu vois qu'ils pensent autrement, et puis il n'y a pas d'effort à faire. Le champ en dessous a changé, donc d'un coup, la pensée est libre d'aller ailleurs que là où elle est. Et puis, et là c'est encore plus intéressant de voir la physiologie, le corps, la santé qui change. C'est-à-dire des gens tout d'un coup qui disent, mais j'avais des douleurs articulaires partout depuis 10 ans, puis maintenant, il n'y a plus rien. Alors qu'ils ont rien fait pour le corps, ils ont agi sur le cœur. Et je dis le cœur c'est l'eau. Hein. Eh bien l'eau, le cycle de l'eau dans la vie détermine toute la vie sur Terre. S'il n'y avait pas l'eau qui s'évapore et qui retombe en pluie, s'il n'y a pas l'eau qui rentre dans le sol, les nappes phréatiques et qui ressort en eau de source, il n'y a pas de vie, il n'y a que du désert. Eh bien en nous c'est pareil. L'eau de l'amour, la capacité d'avoir quelque chose qui s'écoule librement à travers nous, va impacter tout le reste, la pensée comme le corps et la santé. C'est pour ça que je pense aujourd'hui que l'un des plus grands leviers de changement qu'on a, si demain on veut avoir une société vraiment différente, c'est pas avec plus d'études, plus de réflexion, etc. C'est en faisant en sorte que les gens acquièrent une éducation relationnelle, émotionnelle, soient mieux dans leur vie, dans leur basket, dans leur couple, avec leurs enfants, avec leurs collègues, avec leurs voisins. Tu le mentionnes, les blessures du cœur, c'est une étape. Et la deuxième, c'est d'apprendre à faire ou à être en lien avec l'autre différemment. Là aussi, pas facile quand on a derrière soi des tonnes de conditionnements issus de la famille, du contexte économique, sociétal, etc. Quelles sont pour toi les différentes pratiques qui nous aident à être en lien avec l'autre, en tout cas d'une manière différente? Dans cette école de la vie dont tu parles, qui n'existe pas réellement, on est obligé de faire des stages pour apprendre ces techniques-là. Alors, quelles sont-elles ces techniques? Est-ce que, par exemple, je pense à la communication non violente, qui serait plus une manière d'apprendre à être en lien avec l'autre, plutôt qu'à guérir le cœur? Effectivement, la communication non violente n'est pas forcément un outil de guérison du cœur, mais c'est un très bel outil. Marshall Rosenberg, il avait des oreilles de girafe, des oreilles de chacal qu'il utilisait, des marionnettes, il faisait des trucs hyper drôles. Et moi, j'ai souvent eu l'impression que la CNV m'avait donné une deuxième paire d'oreilles, m'avait appris à écouter, à entendre
tout un niveau dans le discours, pas juste les mots, il a dit ci et ça, mais c'est quoi le ressenti, c'est quoi le besoin, qu'est-ce qui se passe derrière simplement les mots. Je trouve que là, il y a quelque chose qui est extrêmement utile, qui est magnifique. Après, pour être tout à fait honnête, moi, j'en ai pas fait 150 des stages. J'ai fait ce stage de CNV, effectivement, avec Marshall. J'ai fait ces 15 jours au Mexique avec Miguel Ruiz. J'ai fait aussi, et ça a été vraiment une grande chance pour moi, ces 2 ans de formation à la thérapie sociale avec Charles Rogeman. En dehors de ça, j'en ai pas fait 150. Parce que d'abord, je crois à l'approfondissement. Sinon, le risque, c'est que tu papillonnes, tu as fait 150 choses en surface, mais tu n'as jamais approfondi aucune approche. Puis après, j'ai développé mes propres outils. Et ce que j'ai vécu en particulier au Mexique avec Miguel Ruiz au niveau du pardon, les changements que ça a apporté à terme dans ma vie étaient considérables. Et ça m'a permis de voir qu'effectivement, à partir du moment où on n'a plus le cœur blessé de partout, où on trimballe plus ces fardeaux de non-dits, de rancune, de peur, de doute, etc., non seulement ça change ma relation à moi, tu vois, mais du coup, ça change la relation à tous ceux qui m'entourent. Ça me donne une espèce de zone tampon qui fait que quand l'autre est en colère ou triste ou comme ça, je vais l'entendre autrement, je ne vais pas y réagir en sortant mes trucs non réglés comme un Lucky Luke de la réaction, tu vois. Et donc petit à petit, il y a un espace de liberté qui se crée dans les interactions avec les autres. Je reviens sur comment apprendre à être en lien différemment. Comment briser les conditionnements, les habitudes issues du passé. Mais il y a plein de choses. Tout ce qu'on a évoqué là, tu peux approfondir les accords Toltec. Moi, j'ai dit que les accords Toltec, c'est une chevalerie relationnelle. Parce que fondamentalement, ces 4 accords, ils sont là pour changer toute notre façon de fonctionner au quotidien, et notamment nos relations aux autres. Tu prends un truc complètement différent, le théâtre forum. Moi, j'ai vu, par exemple, dans des lycées, dans des collèges, des gens venir faire du théâtre forum. Donc, 3 acteurs sur scène qui sont formés à ça, qui jouent une scène du genre le gamin de 16 ans qui demande à sortir, puis les parents qui veulent pas. Et ensuite, n'importe qui dans la scène peut dire « Ah non, mais moi, si j'étais le père, j'aurais dit autre chose. » Alors, monte sur scène, puis tu joues le père. Ou si j'étais le jeune. Et donc, tu as une interactivité qui donne un espace d'exploration, d'expérimentation. On a tous au départ des modes de comportement assez stéréotypés. Tu as le gars qui se met en colère pour n'importe quoi, tu as celui qui se replie dans sa coquille, etc. Et de pouvoir expérimenter, comme on peut le faire dans le théâtre aussi, tout court, mais là le théâtre forum est vraiment destiné à ça, tout d'un coup tu joues, t'expérimentes, tu cherches. Et aujourd'hui, je pense qu'on a pratiquement tous les outils qu'il faut. On pourrait développer un enseignement qui s'inspirerait du meilleur de l'ensemble de ces approches, ouais. Et proposerait dès le primaire, puis ensuite au collège, puis ensuite au lycée, un temps qui permettrait à nos chers petits de ne pas sortir un jour avec bac plus je ne sais pas combien intellectuel, et puis analphabète relationnel, émotionnel, ce qui fait que les pauvres, ensuite, ils vont se retrouver dans des jobs où intellectuellement ils seront brillants, mais ils n'arriveront pas à s'entendre avec leurs collègues ou avec leurs subordonnés, et ça créera des problèmes qui vont bouffer leur temps. Tu vois. Alors, je voulais pas forcément aborder tout de suite Don Miguel Ruiz, puisqu'on parlait des relations humaines. Je m'étais dit que ça aurait été peut-être intéressant d'aller plus en profondeur, parce qu'une fois qu'on a abordé les collègues de boulot, les amis, celui qui est extraordinaire comme creuset pour apprendre à se connaître, c'est bien évidemment le couple. Yes. Alors, c'est pour ça que la lettre sur le couple, si je ne m'abuse, suit la lettre sur les relations. Exactement. Donc c'est vrai que le Don Miguel Ruiz que tu viens de parler et sur comment apprendre à faire différemment, bien évidemment, on peut l'appliquer dans les relations avec les autres, mais aussi et d'autant plus dans le couple. Donc bon, tout ça c'est intrinsèquement lié, bien évidemment. Alors je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux qu'on aborde Don Miguel Ruiz et puis voir comment est-ce que justement le pardon, la gratitude peut s'imbriquer peut-être dans le couple, ou est-ce qu'on aborde le couple et en même temps justement la notion du pardon ou de la gratitude? Alors, on peut peut-être dire 2 mots sur le couple, puis ensuite revenir à Miguel. Ok.
Oui, le couple pour moi c'est vraiment le creuset par excellence où cheminer, grandir et avancer, si tant est qu'on veuille bien de ça. Parce que le problème c'est que si on le veut pas, et puis que passer la période où tout est beau, mignon et gentil, tout d'un coup il y a des trucs qui commencent à remonter, on va se dire oups, et puis on casse tout, on arrête tout, puis on recommence ailleurs, puis on va de situation en situation qui se répètent. Mais si on se dit, si on est deux dans un couple à vouloir grandir, avancer et à se dire ce qui va surgir entre nous, on va l'utiliser comme matière première pour grandir et pour avancer, ça peut être un chemin, c'est un chemin exigeant, hein, mais c'est un chemin formidable. C'est Yvan Amar, le regretté Yvan Amar, qui disait qu'il avait eu 3 maîtres dans sa vie, un maître en Inde, son asthme, dont il a fini par mourir d'ailleurs, et parce que la maladie est un maître terriblement exigeant, mais on apprend énormément quand on est malade. Et puis, en 3e lieu, il citait sa femme et ses enfants. Et il disait que de ces 3 maîtres, c'était le 3e qui lui avait le plus appris. Et c'est quand même, c'est interpellant comme réflexion. Ça veut dire que là, on n'est plus dans la théorie, on n'est plus dans les spéculations philosophiques, on est dans le très très concret. C'est pour ça que, effectivement, moi, c'est là que je teste, tu vois, est-ce que j'arrive à vivre ce que j'ai envie de transmettre et d'enseigner dans ce cadre-là? Et c'est pas tous les jours facile, c'est un vrai défi, mais en même temps, c'est l'épreuve du feu, tu vois. Avant de mettre une voiture sur la route, tu lui fais passer toutes sortes de tests, crash tests et machin. Voilà, on peut utiliser ce contexte-là aussi pour voir où on en est. Est-ce qu'on est cohérent, pas cohérent? Quels sont nos angles morts? Quelles sont les choses sur lesquelles il reste du travail à faire? Alors tu te poses la question de ta légitimité à en parler dans le couple, en tout cas quand tu abordes la lettre. Parce que tu as 4 couples, relations à ton actif. Ouais, donc je me demande si ça me rend le plus apte ou le moins apte à traiter du sujet. Ouais. Et alors effectivement, je trouve ça très intéressant que tu aies mis ça en perspective. Alors tu parles de cette exigence du couple, que l'autre est un maître au sein du couple qui te montre là où tu en es par rapport à toi-même, d'autant plus quand il y a cette démarche de connaissance de soi, en conscience. Alors tu dis plusieurs choses sur le couple. Déjà d'une part, l'importance d'avoir un but commun. Parce que bon nombre de couples se mettent ensemble sans vraiment savoir ce qu'ils veulent en commun. Oui, je dis même, j'emploie le mot vision, une vision commune. Ouais. Comment, là aussi, comment tu pourrais expliquer à ceux et celles qui nous écoutent que, pourtant ça pourrait paraître évident, de dire, bien sûr, on veut être en couple pour avoir un enfant, pour se marier, avoir une vie de famille, enfin des choses qui pourraient de prime abord être très simples. Or, là où tu nous invites, c'est à rentrer en profondeur, à dire, oui, non, mais ça, ok, mais en profondeur, ça implique quoi? Quelles questions se poser sur, peut-être même avant de se mettre en couple? Effectivement, on sait aujourd'hui, soit parce qu'on l'a vécu, soit parce que tout le monde en parle dans des livres, dans des magazines ou ailleurs, que le fait de vivre à deux, bien sûr, s'il y a tout le côté absolument merveilleux, enchanteur, qui fait qu'on se dirige vers ça, mais on sait aussi que ça va faire remonter des blessures d'enfance, des trucs non réglés, que le fait de devenir parent va aussi susciter plein de choses. Donc, est-ce qu'on fait comme si ça n'existait pas, et puis on se débrouille, ou est-ce qu'on anticipe, est-ce qu'on se prépare? Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est un grand ami, me racontait qu'il avait rencontré il y a, 15-20 ans, un chaman amérindien du Québec qui lui disait, quand on fait quelque chose ensemble, que ce soit de se mettre en couple ou que ce soit de créer une entreprise à deux, si on fait ça, c'est qu'on partage une part de lumière. C'est ce qui nous réunit. Mais il disait, je trouvais ça très joli, il y a aussi une part d'ombre. Alors de deux choses l'une, soit on veut faire comme si elle n'existait pas, puis ça ira, puis on s'en occupe pas, puis elle nous pète à la gueule 6 mois ou 1 an ou 2 ans après, soit on s'en occupe tout de suite. Et on dit, tu vois, par exemple, Laurent, si on monte ce projet ensemble, moi j'ai vraiment envie de bosser avec toi parce que si, ça et ça. Par contre, ce qui m'inquiète chez toi, c'est, je dis n'importe quoi, ton côté bordélique ou c'est ton besoin de contrôle. Et ce qui fait que dès le début, on s'occupe aussi, alors qu'on est encore dans une phase où on a envie de créer, on est dans cette belle énergie du début, de tout de suite poser sur la table.
Ce qui fait que si dans un an, tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, ça devient facile de dire, tu te rappelles, quand on avait commencé, j'avais attiré ton attention sur ce côté bouddhique, là je crois qu'on est un peu là-dedans. Alors que sinon, on a essayé de tout planquer sous le tapis, puis quand ça sort, c'est la désillusion, c'est les déceptions, c'est les remises en question, etc. Donc je pense que la nature humaine, elle est ce qu'elle est. On a le meilleur et le pire, on a toutes ces contradictions et ces paradoxes en nous. Et si dans la volonté de cheminer ensemble, on se dit on va travailler avec ça, puis voilà vers quoi on a envie d'aller, comment on a envie de grandir en conscience ensemble, il y a des jolis chemins à faire. Et moi, ce qui me frappe en tant que... Moi, ça fait 35 ans que je suis dans l'édition de développement personnel, donc comme auteur, comme traducteur, comme directeur de collection, comme éditeur, j'en ai vu passer des centaines, tu vois. Et je trouve qu'il sort depuis peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, des livres sur le couple où émerge une nouvelle vision du couple. C'est plus ils se marièrent, il y a beaucoup d'enfants comme dans les contes d'autrefois. Il y a vraiment cette idée de ce chemin qu'on peut faire et des outils et des processus et des moyens qu'on peut se donner pour que quand c'est des fois un peu rock'n'roll, on puisse grandir et avancer avec ça. Parmi les questions à se poser que tu mentionnes, c'est par exemple pourquoi est-ce que je souhaite me mettre avec quelqu'un ? Est-ce pour combler un vide ? Est-ce par peur d'être seul donc pourquoi est-ce que je souhaiterais un enfant ? Est-ce que je fais un enfant pour moi ? Est-ce que je fais un enfant pour le couple ? Pour que ce dernier ne se sépare pas ? Est-ce que je fais un enfant pour qu'il fasse ce que je n'ai pas pu faire dans ma vie ? Toutes ces questions qui sont fondamentales, et je ne sais pas effectivement dans quelle mesure les gens se posent ces questions fondamentales avant même peut-être de se mettre en couple, ou alors de les aborder peut-être au tout début de la relation, et qui permettent de désamorcer et peut-être de regarder ces angles morts, ou de voir finalement à quel point les souffrances ou les blessures du cœur dont on parlait peuvent, elles, nous mener à des situations de crise par la suite. Tu parlais des exemples tout à l'heure d'avoir un enfant et d'avoir peur pour ses enfants. Si on est dans ces peurs et ces projections vis-à-vis de l'enfant, qu'est-ce qu'on va laisser à l'enfant ? Qu'est-ce qu'on lui donne comme blessure intérieure qu'on lui refile et qui va peut-être le limiter par rapport à l'exploitation de ses dons, de ses talents, etc. Donc une base déjà intellectuelle à se poser en début de relation est quelque chose qui serait salvateur. Alors, je ne sais pas si intellectuel c'est le mot. J'aurais plus envie de dire de mettre de la conscience. Parmi les définitions les plus simples que j'ai lues de l'évolution spirituelle, c'était l'élargissement ou l'accroissement de la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment dans notre vie où on n'est pas conscient de grand-chose, ni de qui on est, ni de ce qu'on pense, ni de ce qui nous anime, ni des influences, ni de rien. Puis plus on avance, et plus petit à petit, comme un phare, comme un projecteur, la conscience vient se poser sur certaines parties de notre vie. On prend conscience de son corps, de comment on bouge, on prend conscience de sa parole, comment on parle, comment on mange, etc. Et mettre de la conscience dans ce qui se joue, dans ce qu'il y a de plus précieux pour beaucoup de gens, qui est la vie de couple, qui est la relation amoureuse, c'est pas l'intellectualiser. Moi je suis étonné, tu vois, de voir des gens, par exemple, se séparer, et en fait quand tu discutes 5 minutes avec eux, tu te rends compte que dès le départ, dès le premier jour, il y a des choses qu'ils ont vues dans leur relation, et c'est ça. Et puis, ils ont essayé de le chasser de leur conscience, faire comme si ça n'existait pas, comme si, en le chassant de la conscience, ça allait disparaître, tu vois. Et ce qui s'est passé après, quelque part, s'ils avaient pu en parler, ou l'utiliser, ou le travailler dès le départ, ça aurait été intégré. Donc, mettre de la conscience dans ce qui se passe en nous, dans ce qui nous anime, braquer cette lumière-là, je pense que c'est important, parce que l'amour ne suffit pas toujours dans une relation de couple. Il y a des gens pour qui on peut éprouver des sentiments très forts, et puis en même temps ça ne fonctionne pas. Et ça demande aussi de la sagesse, ça demande aussi de la compréhension, ça demande de la conscience, ça demande aussi de l'humour, entre parenthèses. L'humour peut quand même arriver à arrondir bien des angles. L'entourage de Miguel Ruiz disait des fois, avant qu'il sorte le 5e accord Toltec, il disait le 5e accord Toltec, c'est « Don't take yourself seriously ». Ne te prends pas au sérieux. Tu vois.
C'est-à-dire, mets un peu d'humour dans des situations dont on fait vite des drames, quoi. Donc c'est plus la conscience que d'intellectualiser les choses. Alors comment faire lorsque l'autre sait si bien appuyer sur le bouton là où ça fait mal? Eh ben, c'est là où le travail commence, tu vois. Ça me rappelle le gars qui va chez le médecin puis il dit docteur, c'est horrible. Quand je touche là, j'ai mal. 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 Mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis le docteur lui dit vous avez le doigt cassé. Elle est bonne. Donc, quand l'autre appuie là où ça fait mal, ben, là aussi j'ai le choix. Est-ce que je regarde le doigt qui m'appuie ou est-ce que je regarde le trou qu'il y a dans mon bouclier qui fait que la pique verbale est passée et puis je me dis, ben, qu'est-ce qui fait que j'ai ces trous dans mon estime de soi, que j'ai ces trous dans ma confiance en soi, que j'ai ces trous et je vais prendre le temps de progressivement faire ce travail de réparation qui fait qu'un jour, la même pique, la même flèche, le même geste ne me produira plus du tout la même réaction. Je reviens sur la fameuse compréhension. La question à se poser, c'est pas pourquoi, mais c'est pour quoi, en vue de quoi. En vue de quoi, oui. Donc, le couple, tu nous dis donc, est un maître spirituel pour trouver le chemin de l'amour en soi. Tu fais aussi allusion à vraiment la notion que le couple est un creuset de l'alchimie amoureuse. Tu fais écho à Annick de Souzenel par rapport à ça. Tu la nommes pas mal de fois par rapport à cette notion de relation de couple et d'amour. Ah, possible, j'ai plus ça en tête, mais si tu le dis. Je sais, c'est dans mes petites notes. Et puis, si ma mémoire est bonne, par contre, il y a quelque chose qui me semble important dans ce que j'ai appris sur le couple, c'est que le couple, on croit que le chiffre du couple, c'est 2. Mais 2, c'est un chiffre instable. Ça peut être le 2 du conflit, ça peut être le 2 de la complémentarité. Et quand tu veux stabiliser les choses, il faut amener une troisième composante. Tu sais, un tabouret, dès qu'il a 3 pieds, il est stable sur n'importe quel terrain. Et d'arriver à introduire cette troisième composante que ça consiste justement, et je cite François Tcheng qui a des mots tellement magnifiques là-dessus dans son livre du vide médian, prendre conscience de la relation qu'il y a entre nous deux. En Chine, il n'y a pas une vision binaire yin-yang. Il y a le yin, il y a le yang, donc masculin-féminin, et il y a le vide médian, il y a ce qui se joue entre les deux. Qu'est-ce qui se joue entre nous dans une relation amoureuse? Quel est ce lien qui nous unit? Quand Saint-Exupéry dit « s'aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction », c'est cette troisième composante. Et si tout d'un coup j'ai conscience que cet amour qui nous est donné de vivre, c'est quelque chose qui nous est offert, ben je suis plus dans juste du 2, il y a un 3, il y a quelque chose qui nous unit, qui nous relie, qui vit, qui est à nourrir, qui est à alimenter. Il y a cette relation. Et je pense que si on intègre ça en plus d'une dimension, en y mettant une dimension sacrée dans ce qui se joue là, on n'est plus juste dans la dualité avec les risques d'affrontement et de... J'ai envie de te poser, alors tu le mentionnes dans le livre, mais j'ai envie de te poser la question comme ça. On dit qui se ressemble s'assemble et les opposés s'attirent. Oui. Alors laquelle des deux serait selon toi la plus pertinente, intéressante ou vraie? Mais c'est vrai pour la plupart des proverbes. Tel père, tel fils, père avare, fils prodigue. 2 c'est assez, 3 c'est tôt, 3 c'est trop, jamais 2 sans 3. C'est assez rigolo quand tu te rends compte que pratiquement chaque proverbe a son proverbe inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun proverbe n'épuise à lui seul la réalité, la subtilité, la diversité des situations de la vie. Donc, effectivement, tu as des couples où tu vois des gens alors, aussi opposés l'un que l'autre que possible. Tu vois, donc tu sens qu'ils sont dans une recherche de complémentarité ou chercher chez l'autre ce qui leur fait défaut. Puis tu as des couples, des fois, où les deux sont vraiment, les deux sont profs, les deux sont médecins, ou les deux sont sportifs, ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui est très dans la similitude. Moi, si je me base sur la diversité de mes expériences,
Ma conviction aujourd'hui, qui n'engage que moi, c'est que je trouve que dans le couple, c'est chouette quand il y a une bonne dose de ressemblance et de différence. Une bonne dose de ressemblance, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un tas de choses sur lesquelles on n'a même pas besoin de se parler, on est d'accord, il y a des choses qui vont de soi, qui coulent de source. Puis une dose de différence pour mettre du piment, de la stimulation, de l'enrichissement. Si tu as trop de ressemblance, le risque c'est l'ennui. Et si tu as trop de différence, le risque c'est qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à se retrouver, à se comprendre. Il y a trop de tension. Donc arriver à un bon dosage des deux, enfin moi en tout cas dans mon expérience, c'est ce qui fonctionne le mieux. Tu nous dis un couple réussi se potentialise l'un l'autre. Donc on rejoint ce que l'on abordait tout à l'heure sur la notion de confiance. Finalement, aimer l'autre, c'est de voir le potentiel qu'il est et qui n'est peut-être pas encore émergé à travers les blessures qui font tache sur la vitre ou le miroir. Oui, et puis quand je dis se potentialise l'un l'autre, ça veut dire qu'un vrai couple, c'est 1 + 1 = 3, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus quand ces deux personnes sont là ensemble que si tu les prenais séparément. Alors, ce qui est terrible, c'est quand tu vois 1 - 1 = 0, c'est-à-dire des gens qui, à partir du moment où ils sont ensemble, deviennent moins que ce qu'ils sont au départ. Ils se ratatinent, ils s'amenuisent, ils osent plus rayonner, ils sont que dans des problématiques, etc. Au point où tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble si c'est pour vivre ça, tu vois? Tu compares aussi, ou tu donnes l'image qu'un couple, pourrait être interprété comme étant un jardin, sur le fait de cultiver son jardin. Oui, moi ça c'est un sentiment que j'ai pour les relations en général. C'est-à-dire que quiconque a un jardin sait que si tu commences à arrêter de t'en occuper, il ne faut pas longtemps pour que ça devienne la jungle absolue, tu vois. Donc les plantes, les fleurs, les arbres fruitiers demandent des soins, demandent de l'attention si on veut que l'endroit reste agréable pour y passer du temps, y cultiver ses salades et aller y récolter ses framboises. Et les relations, c'est pareil, une relation dont on ne prend pas soin, une relation qu'on prend pour acquise, elle est là, on s'aime et puis c'est bon. Puis un jour, tu te retournes puis tu te dis, attends, mais comment on en est arrivé là, quoi? Il y a 10 ans, on était fous amoureux, puis là, c'est à peine si on se parle. Et on en revient à mon premier titre, La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. J'écris texto, je te dis ça de mémoire 14 ans après, je connais aucun couple qui dit « notre couple a commencé à foirer un vendredi après-midi à 14h ». Ça s'est fait insensiblement, tout gentiment, tout tranquillement, sur des mois et des années, jusqu'au moment où tout d'un coup tu te dis qu'est-ce qu'on fout ensemble. C'est de l'inattention, c'est du manque de conscience, on revient à la conscience. C'est-à-dire que si je mets pas l'éclairage de la conscience sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur ce qui se passe en moi, sur ce qui se passe dans notre relation, et si en fonction de ce que la conscience me donne comme élément, je n'apporte pas les soins, l'attention qu'il faut, un jour les choses se délitent. Dans la voie Toltec, Miguel Ruiz, première maîtrise, c'est la maîtrise de l'attention. Parce que ou maîtrise de la conscience, mais c'est la même chose, si je n'ai pas conscience de ce qui se passe en moi, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de telle douleur, de tel mot, de telle souffrance, etc., je ne vais rien faire pour essayer de les changer. Donc, la conscience est le prérequis pour derrière pouvoir passer à la deuxième maîtrise, qui est la transformation. Je vais transformer ce dont j'ai conscience qui ne me convient pas. Super. Là-dessus, nous avons une société où la vitesse de consommation est suscitée, la vitesse d'information est très présente, métro, boulot, dodo, on court tout le temps entre les enfants, s'occuper de faire le ménage, son intérieur. L'autre, celui du couple, est là sans être là. Enfin, une fois qu'on a fini toutes nos obligations sociétales, parentales, qu'est-ce qui reste pour ce couple? Comment continuer à nourrir, c'est ce que tu disais à l'instant, le couple, ce jardin, à travers ce très faible interstice de temps qui nous serait donné, où on le prend, tu parlais tout à l'heure, la liberté se prend, se gagne, se conquiert. Donc comment entretenir dans le mode de vie de notre société de consommation la flamme du couple? Alors c'est drôle quand tu racontes ça, quand tu me poses cette question, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est Stephen Covey.
Stephen Covey, qui est l'auteur de ce livre que je considère comme probablement l'un des tout meilleurs livres de développement personnel de ces 20 dernières années, qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et on trouve sur YouTube une vidéo où on voit Stephen Covey en train d'animer un atelier. Et il fait une expérience qui est géniale, peut-être tu l'as déjà vue, ou peut-être que ceux qui nous écoutent l'ont déjà vue. Il fait venir un participant, et puis tu as une table là, et tu as 3 récipients en plastique. Il y en a un qui est vide, il y en a un dans lequel tu as plusieurs gros cailloux dans du sable, et puis tu en as un qui a encore quelques autres cailloux. Et Stephen Covey demande à la personne qui est là de faire en sorte que tous les cailloux rentrent dans le même récipient avec tout le sable. Donc la personne prend un des cailloux, elle arrive à l'intégrer un autre, ça commence à être plus difficile. Et puis elle arrive encore à en mettre peut-être un 3e, puis il en reste encore au moins 3 ou 4 dans le récipient là, et il n'y a juste plus moyen de rentrer quoi que ce soit. Donc elle s'agace, elle s'énerve en se disant si on me demande de le faire, c'est qu'il doit y avoir un truc. Puis Stephen Covey laisse la personne suer un petit peu là-dessus, puis au bout d'un moment lui dit « T'as pas remarqué qu'il y avait un 3e récipient ?» Alors la personne dit « Ah oui, pourquoi il y a un récipient vide à côté ?» Puis alors, tu sais, ça chemine, ça réfléchit, puis à un moment, la personne a pigé le truc, elle prend les cailloux et elle les met un à un dans le récipient vide à côté. Et puis quand elle a mis tous les cailloux dans le récipient vide à côté, tous les cailloux sont dedans, elle prend le sable, elle verse le sable qui, gentiment, se met absolument partout et tout tient. Et il utilise ça pour souligner la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire, ou entre ce qui est urgent et ce qui est important. Parce qu'en fait, on se fait bouffer par l'urgence. Ça c'est urgent, il faut que j'appelle un tel. Et puis dans les urgences qu'on fait, il y a des tas de trucs qui ne sont absolument pas importants, qui ne sont pas prioritaires. Si tu te dis à partir d'aujourd'hui, mon couple c'est une priorité, mes enfants c'est une priorité, et que tu mets ces pierres-là d'abord dans ton verre vide, eh bien tous les petits téléphones, les petits mails, les petits machins que tu as à faire, tu trouveras le temps de les faire à côté. Si par contre tu commences par t'occuper d'abord de tout ça, tu te rendras compte qu'il ne te reste absolument pas de temps pour ce qui est essentiel et prioritaire dans ta vie. Et en plus, moi je crois fermement que si on prend du temps pour nos relations, si on prend du temps pour son couple, si on prend du temps pour ses enfants, il y a tout un tas de problèmes qui n'apparaissent pas et qui seraient autant de problèmes terriblement chronophages, parce que les relations dont on ne s'occupe pas, qui finissent par pourrir dans un coin, les problèmes, le jour où ça sort, mais tu perds, mais ce n'est pas 10 fois, c'est 20 fois, c'est 50 fois le temps qu'il t'aurait fallu pour simplement y consacrer un peu de temps. Prévenir prend 10 fois moins de temps que guérir. Donc moi je suis vraiment convaincu qu'il faut décider un jour c'est quoi mes priorités dans la vie. Et priorité ça veut dire ce qui vient en premier, hein, on va rappeler l'essentiel. Covey a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle First Thing First, c'est-à-dire priorité aux priorités. Et une fois que tes priorités sont là, le reste trouve toujours le moyen de venir se combler. Et le reste il y en a moins parce que justement tes valeurs, tes priorités, ce qui compte vraiment est mis en place. Tu mentionnes dans le livre une petite recette, alors elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais que je trouve très intéressante pour entretenir le fameux jardin du couple, dire bon voilà, se donner une fois par semaine le temps d'un dîner, repas, café, que sais-je, à l'extérieur de la maison. Ouais. Tu nous en dis plus ? Oui, c'est un truc que je dois à Don et Martha Rosenthal, dont j'ai traduit un très très joli livre aux éditions Jouvence en 2000 ou 2001 sur le couple. J'aime beaucoup ces deux-là, ils doivent être très âgés aujourd'hui. Et je trouvais ça très juste de dire si... Alors, déjà l'idée de fixer un rendez-vous, de se dire c'est suffisamment important, c'est aussi important qu'un rendez-vous chez le dentiste ou avec le plombier, donc on réserve un temps pour ça dans son agenda, numéro 1. Mais numéro 2, de se dire si on fait ça à la maison, ben on est dans notre environnement, puis on va se dire ah oui tiens il faut que je change la cartouche de l'imprimante, et puis on va être rattrapé, ou alors les enfants, ou ci ou ça, on va
il y a quelque chose qui ne va pas vraiment fonctionner. Tu vas simplement dans un tea room, dans un café, un resto, et tu prends 1 heure ou 2 heures où on est là juste l'un pour l'autre. En plus, il y a d'autres tables, il y a d'autres gens, donc on se crée un petit peu sa petite bulle, on est là. Le seul fait qu'il y ait des tiers dans la pièce, même s'ils disent rien ou qu'ils sont à leur table, change la qualité d'interaction qu'on a par rapport au fait d'être tout seul chez soi. Et moi, ce que j'ai souvent vu, c'est que des fois, tu fais un rendez-vous comme ça, puis tu te dis, bon, aujourd'hui tout baigne, quoi, on n'a rien de particulier à se dire. Puis donc, tu parles un peu de la pluie, du beau temps, de pas grand-chose. Et puis, mine de rien, simplement parce que tu as pris ce temps, tout d'un coup, il y a une idée, il y a un projet qui sort, ou il y a une petite problématique qui, mine de rien, et tu arrives au bout de ces 2 heures, et puis tu te dis, heureusement qu'on les a prises, quoi. C'était pas du temps perdu, c'est du temps qui est vraiment venu nourrir quelque chose d'une manière ou d'une autre. C'est de toute façon du temps qui aura été bénéfique au couple et à la relation. Donc je rappelle quand même que ce qui pour toi est essentiel, pour l'avoir cité tout à l'heure, c'est que ta relation de couple est vraiment j'allais dire le métronome, je ne sais pas si c'est vraiment... Métronome ? Ouais, oui, je ne sais pas pourquoi. Et vraiment le curseur qui t'indique là où tu en es par rapport à tout ce que tu mets en œuvre dans ta vie de tous les jours, par rapport à tes propres enseignements. C'est vrai que tu es un homme public, tu fais des conférences, tu animes des stages, etc. Et c'est un sacré défi de se trouver légitime à pouvoir enseigner et dire mais qu'est-ce que je fais dans ma vie, dans ma relation avec ma femme, avec mes enfants, est-ce que je suis à l'aune de ce que j'enseigne ? Mais oui, mais parce que c'est facile de faire le beau devant 20 ou 30 personnes en atelier ou devant 200 ou 300 personnes en conférence, et puis sortir des belles idées et bien parler et tout ça. Fastoche, enfin avec un peu de métier, Oui. Hein, voilà. Mais quand tu es chez toi, puis qu'il n'y a pas de public, et puis tu as des soucis avec ton ado, ou ton petit gamin, ou ta compagne, ou ton mari, ou d'autres personnes, c'est là où tu te dis, mais ce que j'enseigne, c'est en quoi je crois, est-ce que j'arrive à le mettre en pratique ? Et franchement, des fois, c'est raide, c'est dur. Si tu savais le nombre, je crois que je l'ai d'ailleurs écrit ça dans mon bouquin, mais le nombre de fois où je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de vivre en couple, d'avoir des enfants ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas devenu moine, ermite dans une grotte quelque part, à méditer toute la journée, tu vois ? Parce que c'est super exigeant. Et en même temps, quand finalement on a réussi à dépasser ça, et puis qu'on a grandi avec ça, on sent qu'il y a eu un vrai chemin de fait, tu vois. Donc c'est exigeant, c'est pas facile, c'est exigeant, mais mine de rien, je pense qu'on avance formidablement. Il faut relire Christiane Singer, Éloge du mariage, du couple, de l'engagement et autres folies. C'est magnifique la manière dont elle a de parler justement de cette aventure du couple, de la famille, des enfants, etc. C'est à lire et à relire ça. En même temps, je ne sais pas si tu te rappelles, dans le courant de l'émission, tu as mentionné un stage que tu avais fait où il vous était demandé d'imaginer quelle était la version du petit enfant de chaque participant. Voilà. Ouais. Et ça ramène à cette lettre que tu fais sur ce qui change et ce qui ne change pas. Ouais. Et tu mets en avant que fondamentalement, quand tu regardes par exemple tes amis d'enfance, ceux que tu as connus il y a très longtemps, et tu les vois aujourd'hui, il y a notre personnalité fondamentalement ne change pas, elle. Il y a toujours cette... Moi, ça c'est vraiment une conviction que j'ai, c'est que bien sûr on mûrit, bien sûr on vieillit, bien sûr on acquiert de la bouteille, mais si je regarde des gens que je connais aujourd'hui depuis 40 ans, il n'y en a aucun qui est devenu fondamentalement, complètement quelqu'un de différent, tu vois. Parce qu'il y a une nature de base, il y a le gars au grand cœur, il y a l'intello de service, il y a et je vois au fil des ans comment ce tempérament-là a trouvé sa place, s'est épanoui. Mais avec ceux qui sont vraiment les plus proches de moi, où on a vraiment on se connaît bien et des choses de fond, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne changent pas. Et moi, si je regarde simplement moi j'ai rêvé à une époque, il y a certaines blessures, certains manques, certaines choses qui
qui allait complètement disparaître, tu vois. Et la notion du guérisseur blessé, qui est très chère à Charles Rogeman, c'est de dire, dans la mythologie, c'est Chiron, il y a des blessures qui ne guérissent jamais, mais qui sont des blessures bénies d'une certaine manière, parce que c'est ces blessures-là qui vont te faire passer du stade de malade désigné dans la famille, celui qui cristallise, qui somatise tous les problèmes de la famille, à celui de guérisseur blessé, c'est-à-dire à celui qui, fort du chemin qu'il a fait à travers ça, a fini par développer tout un tas de compétences. Donc il y a des moments, moi je me dis des fois, les gens qui me voient dans une vidéo ou en atelier, etc., doivent s'imaginer que je suis comme ci, comme ça, mais ils n'ont aucune idée à l'intérieur des doutes que je continue d'avoir, des failles, des remises en question, etc. Ils ne peuvent pas voir comment, sur ces creux qu'il y a quelque part dans mon tempérament, je ne les ai pas remplis avec de la terre, parce que le creux il est là, je les ai remplis comme avec une soufflerie, pour revenir à l'inspiration, avec un souffle, avec quelque chose que je vais chercher en moi, mais dans les moments où tu as un coup de mou, où tu es... le creux il est toujours là, il n'a pas disparu, tu vois. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant c'est aussi une leçon d'humilité, c'est une leçon d'acceptation, de se dire, dans cette vie-ci, je suis foutu comme ça, physiquement, psychologiquement, à d'autres égards, et il y a des choses que je ne vais pas fondamentalement, foncièrement changer. Par contre, à défaut de pouvoir les changer, je vais sur un autre registre aller chercher une ressource, aller chercher une aide, aller chercher une force intérieure qui va me permettre de compenser ces lacunes. Mais elles sont juste compensées, elles ne sont pas corrigées. Tu vois là la différence. La nuance, ouais. C'est là où on en vient à Don Miguel Ruiz. Alors, les 4 accords Toltec. Vaste aventure. Oui, c'est... Parmi la batterie d'outils que tu as eu l'occasion d'expérimenter, on parlait tout à l'heure d'avoir sa boîte à outils, et tu en as fait un travail qui tourne ou qui gravite autour du pardon et de ce que peuvent impliquer la notion de service, de gratitude. Pour toi, c'est des socles, c'est des piliers. Alors que tu as eu l'occasion, encore une fois, d'expérimenter bon nombre de tonnes d'outils. On parlait à l'instant d'entretenir le couple, et à travers ces changements des fois imperceptibles, et de les mettre en pratique, et qu'en fait c'est vraiment comme ce jardin qu'on doit cultiver un peu chaque jour, de voir ce dont ce jardin a besoin pour éviter que ça devienne la jungle, que les mauvaises herbes poussent dans tous les sens, etc. Parce que c'est vraiment l'histoire de la grenouille cuite lentement, c'est un travail de conscience au quotidien, de vigilance, un gardien. Mais peut-être que une première chose serait de savoir se pardonner dans cette histoire. Parce que il n'y a pas plus grand juge que nous-mêmes, envers nous-mêmes. On peut juger effectivement nos parents, on peut juger les copains, les amis, les collègues de boulot, les autres, la télé, les politiques. Ok, mais on est intransigeant vis-à-vis de nous-mêmes. Ouais. On est extrêmement dur. On est juge, bourreau, victime, sauveur à tour de rôle. Et puis ça y va, ça s'arrête pas. C'est les montagnes russes. Donc, comment est-ce que, j'allais dire, toi-même, tu as pu aborder ce travail de pardonner au regard des erreurs, puisque tu l'as admirablement bien dit, là, sur dans quelle mesure je peux être légitime à donner les enseignements que je donne, alors que moi-même, j'ai des tempêtes, j'ai des creux, des mous, des difficultés, je trébuche, je tombe. Et peut-être que le travail, maintenant, depuis le temps que tu y es, tu tombes plus, mais tu peux sentir waouh, là le percute, il a été un petit peu, il m'a coupé le souffle. Bon, il m'a pas mis KO, mais il m'a coupé le souffle. Et on donnait, c'est marrant, je fais des liens comme ça parce que ça me revient et les images sont super belles. On voit à un moment donné le cavalier avec la monture, où à un moment donné le cavalier, il a bien travaillé au corps l'animal, il est rentré dans la maîtrise, il l'a écouté, il l'aime, etc. Et puis il y a un moment donné où effectivement le cavalier peut s'assoupir. Dans quelle mesure est-ce que la monture va pas, wouhou, vous savez, le chat est parti, les souris dansent. Bon, donc
je reviens sur cette notion de se pardonner, d'être dans ces moments de faiblesse. Comment est-ce que tu opères dans ces moments-là? Comment est-ce que tu opères quand dans ton couple ça va pas? Quand vis-à-vis de tes enfants ça va pas? Comment arriver à se pardonner de ne pas avoir fait ci ou ça, etc. Alors déjà, ce qu'il faut, pour resituer un petit peu pour les personnes qui ne connaîtraient pas un petit peu déjà mon travail et moi, le pardon qui existait dans mon éducation catholique, mais sous une forme qui était quand même pas évidente à mettre en pratique, était plus de l'ordre de comment dire, de la bonne éducation, tu vois, que quelque chose de vraiment vécu. Ce pardon, je vais le redécouvrir complètement autrement il y a 20 ans, en 99, en allant rencontrer Miguel Ruiz au Mexique, où il me fait vivre une manière de découvrir le pardon complètement différent de tout ce que j'ai vécu et qui, en un laps de temps très court, va enfin me faire toucher du doigt et du cœur ce que c'est que ce pardon, ce que c'est que cette guérison du cœur, et va m'amener dans les 10 ans qui suivent à écrire un livre dessus, à créer des ateliers, des cercles de pardon, etc. Ça ne faisait pas partie de ce que j'avais imaginé ou prévu, je n'avais pas mesuré la nécessité de ce travail ni la puissance de cet outil. Et donc au début, quand on fait ce travail-là, on commence par décharger mais des fardeaux qu'on traîne depuis 5, 10, 20, 30, 40 ans. C'est dingue ce qu'on cumule au fil des ans comme non-dit, comme trucs non réglés. Alors, on en fait des abcès. Tu sais, un abcès, c'est quand le corps isole un foyer infectieux. Voilà, on fait une petite poche en espérant que ça tienne comme ça, jusqu'au moment où l'abcès pète, et puis voilà. Donc, des abcès émotionnels, on en a un paquet à l'intérieur. Et donc, au début, il s'agit de petit à petit écluser toutes ces choses qui se sont accumulées depuis toutes ces années. Et puis vient un moment où le plus gros de ces fardeaux du passé est quand même a été soulagé. Donc après, ça devient ce que j'appelle une hygiène du cœur, une douche du cœur, ou un yoga du cœur. C'est-à-dire quelque chose qu'on va faire régulièrement pour essayer d'entretenir et pas recommencer à accumuler. Donc là, le plus gros travail, c'est ça, c'est d'écouler le passif. Et puis après, le jour où on se réconcilie avec soi-même, puis on sait que, ma foi, on n'est pas divin, on n'est pas des animaux non plus, on est dans cette zone intermédiaire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, voilà. Et comment dire? Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de l'humour, il y a quelque chose de dire, c'est ça être humain, c'est quelque chose d'extraordinaire d'être à la jonction entre le plan spirituel et le plan matériel. C'est être comme le tronc de l'arbre dans lequel se croise la sève brute qui remonte des racines et la sève élaborée qui descend des branches. C'est faire cette alchimie intérieure, c'est être comme un arbre d'ailleurs, un lien vivant entre le ciel et la terre, et puis pouvoir accompagner avec humour, avec compréhension, avec amour et patience, notre cheminement, nos trébuchements, les moments où on recule un poil, en se disant que, mine de rien, pas à pas, et petit bout par petit bout, le chemin se fait. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché dans la rencontre avec Miguel, c'est à la fois c'est un homme qui est, bien sûr on le connaît sous cette dimension d'amour inconditionnel qui dégage, mais c'est aussi quelqu'un de très carré, très, très, très ferme, très, très rigoureux. Son fils, Don José, nous a raconté des épisodes quand il a eu sa terrible crise cardiaque où tout le monde pensait qu'il allait en mourir, et que José va le voir à l'hôpital défait, de se dire mon père va mourir, etc. Et que son père, qui est dans un état épouvantable, avec un cœur qui fonctionne plus qu'à 15%, a encore suffisamment de conscience et d'alignement pour voir que son fils, il est juste pas du tout conforme aux enseignements qu'il a reçus, puis lui remonter les bretelles, puis le foutre à la porte, puis tu dis tu reviendras me voir quand tu as retrouvé des esprits, tu vois. Donc oui, il y a ce grand cœur, il y a ce grand amour, mais il y a aussi une grande rigueur. Et moi, j'ai été touché chez lui de trouver justement cette dimension de respect de soi, d'amour de soi, d'arrêter de se juger, de se dénigrer, de se ratatiner, de se démolir, parce qu'on sert quoi? On sert qui quand on se ratatine? On sert certainement pas quelque chose de grand, de beau, de lumineux. Donc avoir la lucidité de se dire, là je me suis planté, ça je peux améliorer, ça je peux corriger, oui,
Lucidité, discernement, oui. Culpabilité, se morfondre, se flageller, barboter dans ces mêmes jugements, ça sert absolument à rien. Et je trouve qu'il y a une tonalité dans les livres de Miguel, il y a quelque chose de bien particulier qui sont certainement pas étrangers au succès faramineux de ce livre depuis 20 ans. Parce qu'il est écrit dans un langage hyper simple, hyper accessible, c'est absolument pas intellectuel. Et pour qu'il ait eu un succès aussi considérable, c'est que je pense qu'il vient réparer quelque chose, il vient toucher quelque chose d'essentiel dans le cœur des lecteurs et des lectrices. Comment pardonner aux autres? On en revient, quelque part, c'est toujours la même boucle, hein, mais en même temps avec des niveaux peut-être supérieurs. Je vais prendre un exemple relativement simple et assez percutant. Donc il y a 60% des espèces de la surface de la Terre qui ont disparu ces 40 dernières années. Comment pouvoir pardonner à l'industrie, aux politiques, quand bien même aujourd'hui ça continue, et malgré une conscience de plus en plus accrue de l'enjeu et de nos responsabilités, est-ce qu'on peut aussi pardonner quand on peut se demander mais comment fait l'autre pour ne pas le voir? Est-ce qu'il ne veut pas le voir? Est-ce qu'il le sait? Il en a conscience mais il continue? Comment pouvoir pardonner quand c'est des extrêmes, quand c'est la nature, notre mère Terre, qui peut-être est en train d'être dévastée par notre incompétence, inconscience, irresponsabilité, enfin que sais-je. Attends, il y a déjà plein de questions là dans ce que tu viens de me dire. Je balance comme ça, mais le pardon là-dedans. Il y a deux choses. D'abord, la première, c'est que ça surprend toujours les gens quand je finis par dire ça en atelier ou en conférence. Miguel m'a pas du tout appris à pardonner. Dans mon livre, dans les ateliers, dans les cercles de pardon, on n'apprend pas aux gens à pardonner. Moi, il m'a appris à demander pardon. Ce qui paraît complètement surprenant parce que c'est un renversement à 180 degrés de tout ce qu'on imagine. Mais en réalité, comme je l'explique, je ne vais pas rentrer là-dedans, là maintenant, ça nous emmènerait trop loin, mais juste en 2 mots, je ne crois pas qu'on soit capable de pardonner. Je crois qu'on est capable de créer les conditions pour que le pardon se manifeste à travers nous. Et ce n'est pas du tout la même chose. Parce que si je me crois capable de te pardonner, d'abord ça devient vite l'ego, ça devient vite un truc mental, puis j'ai une petite posture de supériorité ou de condescendance, je suis quelqu'un de tellement formidable, gentil, bienveillant, spirituel, etc. Je suis capable de te pardonner. Il y a tout un tas de risques associés à l'idée de se dire moi je suis capable de te pardonner. Tu crois qu'il y a un auteur alors que dans la façon dont moi j'ai vécu ça avec Miguel et dans la façon dont je l'ai adapté pour le transmettre dans les ateliers, dans les cercles, il y a quelque chose qui est un pardon humilité, qui est un pardon où je baisse les armes, où j'arrête de croire que je suis le seul à avoir raison, moi j'ai raison, toi t'as tort, je suis victime, tel salaud, toutes ces histoires qu'on se raconte. Et humilité, je rappelle toujours que ça vient d'humus, la terre, ça a donné humain, c'est toute la même racine. C'est-à-dire à un moment, on va arrêter de se mettre sur une tour d'ivoire, on va revenir à notre statut d'humain ici, dans un rapport d'égalité, puis on va lâcher tout ce qui nous a enfermés dans nos jugements, nos convictions, nos torts, nos raisons et tout ça. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du lâcher-prise, qui est de l'ordre du deuil des histoires qu'on s'est racontées. Donc ça, c'est déjà une chose particulière, c'est que je ne suis pas en train de chercher à pardonner. Parce que si je cherche à leur pardonner, c'est que je m'estime habilité à les juger. Et moi, qui ai cet enracinement christique, ce qui m'interpelle, c'est de trouver dans les évangiles un endroit où Jésus dit « moi, je ne juge pas ». Et puis de l'entendre dire sur la croix « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Il ne dit pas « moi, Christ, moi, deuxième personne de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, moi je vous pardonne, tout Christ que je suis. Non, Père, pardonne-leur. Cette phrase que j'ai entendue pendant des années à l'église, je l'ai compris peut-être 20 ou 30 ans après en me disant purée, moi, Olivier Clerc, je voudrais pardonner. Et là, on a l'exemple d'un homme sur la croix qui fait appel à plus grand que lui pour faire intervenir le pardon. Il y a là derrière pour moi une leçon immense si on veut bien la regarder. Donc,
Dans ce travail, il s'agit plus de lâcher quelque chose. Et dans ce lâcher-prise, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment, je suis plus drivé, je suis plus animé par ma haine, mon ressentiment, mon indignation, ci et ça, qui vont faire que si je veux militer pour les espèces qui disparaissent, pour l'écologie ou pour je sais pas quoi, je vais le faire avec ma haine et ma hargne, et je vais faire plus de tort que de bien. Moi, mes modèles, je disais tout à l'heure, c'est Mandela, c'est Gandhi, c'est pas la haine et la hargne qui les ont fait libérer l'Inde et l'Afrique du Sud. S'ils avaient été dans cette posture-là, ils seraient arrivés à rien. C'est parce qu'ils avaient l'un et l'autre le cœur en paix, qu'ils ont pu avoir une pensée lucide et qu'ils ont pu avoir la force et la fermeté d'action qui leur a permis d'entreprendre ce qu'il fallait pour leur pays. Donc la guérison du cœur, pour moi, elle est un prélude indispensable à pouvoir avoir une pensée claire, limpide, à pouvoir avoir une conscience juste, puis à se dire, attends, mais j'en veux au laboratoire, aux industriels, et ci et ça, mais là, au quotidien, j'achète quoi? J'utilise quels habits, j'utilise quelle bagnole, ils viennent d'où, les produits, les matières premières. Je suis totalement partie prenante de ce monde. Je ne peux pas faire comme si il y avait les autres et moi. Si ces gens pratiquent des prix comme ça, mais c'est parce que moi je ne suis pas prêt à payer plus pour avoir des produits locaux. Donc au bout d'un moment, quand tu sors d'une pensée qui est complètement emprisonnée par un émotionnel qui n'est pas guéri, et que tu commences à regarder avec une volonté de lucidité et de vérité, ta propre vie, tes propres choix, tes propres contradictions, tes propres paradoxes, tu te dis, attends, on est tous dans ce bain ensemble. Donc soit on en sort tous ensemble, soit on crève tous ensemble. Mais on ne va pas commencer à dire, eux c'est les méchants, moi je suis le gentil. Eux c'est les vilains pollueurs, moi je suis le gentil qui trie mes déchets. Moi l'écologie du dimanche, j'y crois pas. J'appelle ça l'écologie du dimanche parce que moi, la religion où j'ai grandi, où tu vas 1 heure à la messe le dimanche et puis ensuite le restant de la semaine, tu vis ta vie. La spiritualité, pour moi, c'est pas ça. L'écologie du dimanche, c'est de s'imaginer que parce qu'on a trié 3 déchets et fait 3 bricoles, on est bon. Moi, l'image du colibri, ça fait 10 ans que je dis qu'elle me plaît pas. Le colibri s'achète une bonne conscience, c'est tout. Pour moi, tant que le colibri n'est pas allé voir son copain le pélican en lui disant « Dis donc, toi, t'as qu'un bec 1000 fois plus gros que le mien, tu veux pas venir nous filer un coup de main, là, qu'on se mette à plusieurs ?» Tant qu'il ne rentre pas dans le fait d'associer des autres, et y compris plus puissants que soi, c'est juste s'acheter une bonne conscience, très bon marché. Ça ne m'intéresse pas, ça. On en vient forcément à parler du service, ou servir. Alors, tu parlais du Christ, ou de l'énergie christique. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Beaucoup d'implications. Et tu l'as précisé ô combien, et je remets le doigt dessus, sur l'humilité. À avoir conscience que finalement, quand ce que nous réalisons en tant qu'hommes ou femmes, comme œuvre, ouvrage, d'une harmonie, d'une beauté, que ce soit une partition de musique, un poème, une sculpture, une peinture, une baguette de pain, que sais-je. De voir que ce qui transparaît dans la matière, et même si on l'avait souhaité, on n'aurait pas pu faire quelque chose d'aussi beau, avec notre petite personnalité. Et qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous qui est venu s'infuser, nous traverser, et parce qu'on l'a laissé nous traverser, le résultat est là, sans compter qu'on a eu l'occasion, comme tu l'avais mentionné au tout début de première partie, eh bien de peaufiner l'outil, de le travailler, de remettre encore une fois à l'ouvrage l'œuvre en question. Donc, la notion de service dans ce socle, cette fondation qui, en tout cas aujourd'hui pour toi, constitue un savoir-être. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu pourrais l'exprimer pour ceux et celles qui nous écoutent? Dans quelle place le service a pris dans cette lettre? Je ne sais pas quelle place justement, si c'est quasiment presque à la fin. Oui, c'est l'avant-dernière lettre si ma mémoire est bonne. Alors, la dernière étant la gratitude. Voilà, donc alors pour la petite histoire, tu avais écrit au tout début 9 lettres. Ouais. Donc le service, enfin le livre était déjà fait tel quel, tu la donnes à l'éditrice. Ok, et puis
5 autres lettres apparaissent 6 mois après, je crois. Oh non, même pas ça. En fait, j'avais remis le manuscrit en me disant, 9 lettres, c'est bien. Et puis comme j'étais en veine d'écriture, je me dis, peut-être qu'un jour je ferai un deuxième tome, et je continue d'en écrire d'autres. Donc j'en écris 5 autres, mais qui pour moi feront partie d'un éventuel deuxième tome. D'accord. Donc comme c'est un éventuel deuxième tome, on va dire, je me lâche un peu plus. Tu vois, je vais dans des choses encore plus personnelles ou qui me touchent plus profondément. Jusqu'au moment où mon éditrice a dit deuxième tome, comment c'est un deuxième tome? Non, ce serait bien que vous incluiez ces 5 lettres dans le premier, qui est passé de 9 à 14 lettres et qui inclut ces 5 dernières qui sont un peu un envol à la fin du livre. Ah, pas n'importe quel envol. Alors effectivement, le service pour toi revêt une place particulière. C'est pour là que je parlais de pierre d'achoppement. Donc qu'est-ce que ça implique servir dans la vie de tous les jours? Ça implique déjà, on revient à un mot qui est là en trame de fond dans tout mon livre, qui est l'humilité. L'humilité, j'ai conscience qu'il y a tellement de choses qui me dépassent. Qu'il y a à l'œuvre, ne serait-ce que dans mon corps ou dans la nature, une intelligence mais infinie, démesurée, gigantesque, admirable. Qu'il y a une force d'amour, de cohésion, de lien dans ce monde absolument extraordinaire dont l'amour humain est juste une manifestation parmi plein d'autres. Et quand tu as conscience de se dire, attends, mais moi je suis juste un humain parmi 7 milliards d'autres sur cette planète perdue dans ce cosmos gigantesque, cette vie, ce cosmos en croire nos scientifiques, a démarré il y a 14 milliards d'années. La vie sur Terre a démarré il y a 3,5 milliards d'années. Moi, je vais vivre 80, 100 ans. Et si je m'efforçais d'être en lien avec cet univers? Et si cet univers avait une finalité, un dessin, le intelligent design des Américains? Je ne suis pas du tout d'accord avec notre vision scientifique qui fait tout dériver de l'absurdité, du hasard et du néant. Je pense qu'on en rira dans quelques décennies, mais bon, c'est comme ça pour l'instant aujourd'hui. Je pense si on ouvre simplement les yeux, on voit se dessiner un parcours, on voit se dessiner un cheminement. On voit cet immense fleuve de vie que moi j'ai entrevu quand j'avais 20 ans dans le jardin de ma grand-mère et qui m'a donné dès ce jour-là l'envie de dire, moi j'ai envie que ma vie soit alignée sur la vie. J'ai pas envie de ramer à contre-courant, j'ai pas envie de vivre mon petit truc séparé de mon côté. J'ai envie de participer à cette aventure, donc j'ai envie d'être branché, d'être en lien, de voir où c'est juste que je sois, où est-ce que je vais à la fois pouvoir me réaliser en tant qu'individu, et puis en même temps apporter le meilleur de ce que je peux à la société dans laquelle je me trouve. Et là, le mot servir apparaît comme une évidence. Je suis pas là pour me servir et utiliser tous les gens, les ressources, les trucs pour moi. Ça, c'est l'ego. L'ego cherche à se servir, alors que le soi, l'âme, la partie la plus divine de notre être, cherche à se mettre au service. Et moi, c'est un verbe qui me touche profondément parce que je dis souvent, et je trouve que c'est moi qui ai traduit la loi de l'attraction en français. Et les gens ne le savent pas forcément parce que j'ai utilisé un anagramme d'Olivier Clerc pour signer beaucoup de mes traductions. Donc Éric Villerock, c'est les mêmes lettres qu'Olivier Clerc. Parce que tout simplement, sur beaucoup de sites, si tu tapes Olivier Clerc, tu as non seulement les 20 livres que j'ai écrits, mais tu as les 60 autres que j'ai traduits. Donc au bout d'un moment, ça aurait tout mélangé. Donc je préférais signer d'un autre nom. Bref, j'ai traduit la loi de l'attraction. Et d'abord, il y a un truc qui me dérange dans ce livre, c'est qu'il est complètement au service de l'ego. Donc la loi de l'attraction, c'est pour attirer plus d'argent sur mon compte, c'est une plus grosse maison, c'est moi, c'est pas pour régler la faim dans le monde, c'est pas pour sauver l'écologie, ça paraît un peu surprenant pour quelque chose qui se veut spirituel. Puis surtout pour moi, si j'avais écrit ce livre, il ferait un paragraphe ou une phrase. Et cette phrase, ça serait « Je veux servir ». Pourquoi? Mais parce que, au lieu de dire, mais en fait, pour que je réalise mes projets, il faudrait que j'ai 1 million sur mon compte en banque, puis il faudrait que j'ai un bureau dans le Marais, puis il faudrait que j'ai une maison comme ci, et une copine comme ça, etc. Puis tu fais ta liste, ta commande du Père Noël, tu sais. Oui. Voilà. Voilà. Quand tu dis, je veux servir, c'est-à-dire... c'est autre chose, hein. J'ai envie que ma vie soit utile à quelque chose, mais je ne sais même pas quoi. Ça me dépasse tellement. Tu sais, moi, l'image que j'ai, alors c'est une image très actuelle vu le contexte, mais j'imaginais les bâtisseurs de cathédrales. T'imagines ce projet, moi j'habite Cluny,
Cluny a mis 180 ans avant de devenir ce que ça a été à l'apogée de sa construction. C'est-à-dire que les gens qui ont dessiné les plans et les premiers qui ont construit, qui ont commencé la construction, n'ont jamais vu la fin de ce à quoi ils participaient. Tu vois, ils participaient à quelque chose qui les dépassait complètement. Donc quand tu dis j'ai envie de servir, c'est est-ce que vous avez un job pour moi sur ce chantier de cathédrale? Est-ce que je peux tailler quelques pierres? Est-ce que je peux les poser? Est-ce que je peux faire ci ou ça? Et puis tu fais confiance au fait que le contremaître, il va, en fonction de tes compétences, te trouver exactement l'endroit où tes talents vont pouvoir être utiles à ce chantier magnifique. Donc je veux servir, tu as besoin d'avoir des sous? Tu auras des sous. Tu as besoin de faire des études? Tu vas les faire. Tu as besoin de rencontrer telle personne, de suivre telle formation, etc. Les moyens te viennent exactement au moment où il faut. Alors il y a une vieille formulation biblique qui dit ça, que la plupart des gens, des jeunes générations ne comprendraient pas aujourd'hui, quand il est dit « Demandez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît ». Tu sors ça à un jeune dans la rue aujourd'hui, je pense qu'il te regarde, l'air de dire « Tu causes quoi, mon gars ?» Bon. Pour moi, si je traduis ça de la façon la plus simple qui soit, c'est demander à participer à l'avènement d'un monde plus beau, plus pacifique, plus lumineux, plus harmonieux, et tout le reste vous sera donné pour ça. Donc tu n'as pas besoin de faire ta commande du Père Noël, tu n'as pas besoin de préciser... Et ce qu'il y a d'incroyable quand tu fais ça, c'est qu'en fait, il t'arrive des choses que tu n'aurais même pas imaginées. C'est-à-dire que tu n'aurais même pas été les confier à l'univers ou à la loi de l'attraction parce qu'il ne te serait même pas venu à l'esprit. Moi, il m'est arrivé des choses, mais j'aurais même pas pu imaginer qu'un truc comme ça soit possible, tu vois. Tu donnes un exemple? C'est l'exemple que je te racontais hier soir en 4 yeux, où je suis au RMI ou au RSA, je ne sais plus, je suis dans des galères financières, j'ai une visibilité financière d'un mois, je sais chaque fois pas si je vais pouvoir payer le loyer du mois suivant, j'ai 40 ans, j'ai déjà deux garçons. On me propose de faire l'interprète pour une réunion israélo-palestinienne en Suisse, la première fois que ces gens vont pouvoir dialoguer hors Israël. Et donc, c'est pas rémunéré, c'est bénévole, mais comme de toute façon, j'ai pas de boulot et que je suis dans des galères pas possibles, je me dis, ça me changera un peu les idées. Donc, je pars en Suisse pour faire l'interprète 4 jours. C'est la première fois que je fais l'interprète en cabine. C'est très, très sport, surtout avec une tension émotionnelle aussi forte. Et puis, j'en profite pour aller voir un ami médecin qui est là. Et comme c'est un médecin absolument remarquable, je profite du repas qu'on partage pour lui dire, dis donc, qu'est-ce que tu penses des produits de tel médecin allemand? J'en ai commandé pour mon père qui a eu un souci cardiaque. Il me dit, c'est des produits absolument géniaux. D'ailleurs, je les prescris tous les jours, comme quelques autres comme ça, qui sont vraiment des choses remarquables. Et il me dit, pourquoi tu as un numéro de distributeur? Parce que c'est des produits que tu ne trouves pas en pharmacie, nous en magasin diététique, c'est un système de vente par correspondance, etc. Puis je dis, oui, j'ai été obligé d'en prendre un juste pour pouvoir fournir mon père. Puis il me dit, écoute, si tu veux, à partir de demain, je mets ton numéro de distributeur sur toutes les ordonnances, parce qu'en tant que médecin, je n'ai pas le droit d'être distributeur, donc je mets le numéro de quelqu'un que je ne connais même pas. Je lui dis, écoute, ouais, c'est sympa. En me disant, si ça me rapporte 3 sous, dans la situation où je suis, je ne vais pas cracher dessus, tu vois. Sauf qu'en fait, de 3 sous, pendant 1 an et demi, j'ai touché l'équivalent d'un SMIC tous les mois, qui me tombait comme la manne dans le désert, sans que je ne fasse rien. Mais sérieusement, de moi-même, est-ce que tu crois que j'aurais été demandé, envoyez-moi un SMIC qui tombe tout seul sur mon compte sans que je fasse rien? Non. Non. Et c'est grâce à ça que je vais écrire La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, que je vais écrire Le tigre et l'araignée, que je vais mettre en place mes nouvelles activités comme formateur, comme traducteur, etc. Mon travail d'indépendant qui m'amène à ce que je suis là aujourd'hui. Donc c'est juste un exemple, mais sincèrement, jamais il me serait venu à l'idée de demander un truc aussi farfelu que ça pour moi. Donc dire je veux servir. Où, quand, comment, avec quoi. Un autre exemple, pardon, franchement. Tu m'aurais dit il y a 20 ans, Olivier, tu vas voir, une bonne partie de ta vie va être consacrée au pardon. Je me serais marré. Puis tu m'aurais dit, puis en plus, tu vas voir, tu vas te retrouver dans des groupes où alors, au niveau émotionnel, les décharges émotionnelles, ça va être du costaud. Mais j'aurais fui en disant, mais surtout pas, moi, c'est la dernière des choses. Tout ce qui est du monde de l'émotion, non merci. Donnez-moi un truc intello, des études, du savoir, etc. Oui, mais pas ça, quoi. Surtout pas ça. Et pourtant, la vie va régulièrement me pousser. Donc les premiers pas, je vais les faire à reculons. Mon livre, Le don du pardon, je l'écris en anglais au départ. En me disant,
en France, que parler de ces sujets-là, spiritualité, c'est compliqué. On est dans un pays où dès que tu parles de choses un peu bizarres, ça suscite toutes sortes de réactions pas très plaisantes. Je vais l'écrire en anglais. En anglais, il y a des livres qui sortent comme ça à l'appel, voilà. Et il faut que des gens assistent dans mon entourage pour que je me décide, 6 mois, 1 an après, à en faire une version française. Mais avec zéro intention d'animer des ateliers ou des conférences, c'est juste un livre, voilà. Et puis, de nouveau, on me pousse en disant, tu sais, tu devrais envisager de faire des ateliers, parce qu'il y a quand même des gens qui auront envie de vivre ça dans un cadre sécurisé, comme toi tu l'as vécu au Mexique il y a 10 ans. Ah bon, vous êtes sûr ? Et donc je vais faire, si tu veux, toutes les premiers pas, je vais les faire pratiquement à reculons. Je vais les faire quand même. Je vais quand même surfer cette vague-là. Mais moi, j'étais parti sur les métaphores, sur la grenouille, sur les autres livres que je faisais. J'avais imaginé un autre chemin pour moi. Mais je suis toujours attentif de voir où le vent souffle, où la vague veut m'entraîner. Et puis, au bout de 2-3 ans comme ça, donc je me suis dit, mais je suis comme un poisson dans l'eau. J'aurais pas pu me trouver à un endroit et faire quelque chose qui me comble autant que ça. Alors que au départ, si c'était mon ego qui avait dû imaginer les choses, je ne serais pas parti là. Donc tu vois, on en revient. Servir, c'est avoir l'humilité de se dire, il y a quelque chose de plus grand que moi, et qui sait souvent beaucoup mieux que moi, où se trouve véritablement mon épanouissement, ma réalisation. C'est pas abdiquer sa volonté propre, je fais ce qu'il faut, je sème des graines, mais quand tu sèmes une graine, tu fais confiance à la terre. Ton job en tant qu'agriculteur, c'est de semer cette graine, c'est de l'arroser, c'est d'enlever les mauvaises herbes, mais ensuite c'est la terre, c'est la saison, c'est le soleil, c'est tout ça qui va la faire germer et lui faire porter fruit. C'est reconnaître qu'il y a toute cette intelligence, toutes ces ressources plus grandes que soi autour et travailler en bonne intelligence avec. Magnifique. Rien à dire de plus par rapport à cette thématique du service. Tu l'as magnifiquement exprimé, Olivier. Il reste, j'allais dire, la cerise sur le gâteau. La gratitude. Merci. Alors, la gratitude, là aussi, c'est un fondement. C'est une pierre angulaire. La gratitude, tu nous dis justement, va avec l'abondance de la grâce. Et qui dit grâce, dit gratitude. Je ne sais pas si au niveau de l'étymologie, c'est pareil, grâce, gratitude. Faudrait vérifier, gracias. Je ne sais plus, mes études de latin et de grec sont loin. T'en as fait, c'est déjà bien. Parce oui, j'en ai fait. Non, pas moi. Alors j'ai un petit passage à lire. Je vis la pratique régulière de la gratitude comme une respiration de l'âme, comme un moment de dilatation de la conscience où, au lieu de me laisser trop absorber par la tâche ou les éventuels soucis du moment, je m'ouvre dans toutes les directions. Je me lie à l'immensité qui m'entoure et me nourrit, dont nous sommes indissociables, et j'exprime ma reconnaissance pour le seul fait d'exister, pour ce mystère insondable qu'est la vie, dont je savoure la présence en moi, ainsi que pour la richesse relationnelle qui permet à l'amour de circuler entre nous. C'est beau. Donc, petite introduction. Qu'est-ce que la gratitude, formulée dans l'ici et maintenant pour toi ? Tu vois, c'est intéressant parce que dans l'extrait que tu as lu, il y avait le mot reconnaissance. Et reconnaissance, connaissance, reconnaissance. Il y a une idée de retour. Tu vois, pour moi, dans la gratitude, il y a se dire, mais tout nous est donné. La vie nous est donnée, la culture nous est donnée, la langue qu'on parle nous est donnée, enfin le nombre de choses, pratiquement tout nous est donné. Et la gratitude, c'est la prise de conscience de ça, et c'est l'envie de redonner, c'est de restituer, c'est au minimum avoir la conscience de ça. La gratitude pour moi, elle est très proche de l'amour, elle est très proche aussi du pardon. Je dis proche du pardon parce que si je dis souvent que le pardon c'est la guérison du cœur, pour moi la gratitude c'est le chant du cœur. Un cœur qui est guéri, un cœur il chante. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de se dire, voilà. Et pour moi la gratitude c'est un des fondements de la vie spirituelle.
Parce que je ne vois pas comment on peut construire quoi que ce soit dans la vie spirituelle sur le mécontentement, sur l'ingratitude, sur le fait de râler, de rouspéter, d'être continuellement mécontent. C'est d'ailleurs comment il s'appelait, Jean-Louis Servan-Schreiber, qui avait écrit un livre sur le contentement. Et je m'étais dit, ça, alors là, franchement, bravo. Tout le monde parle du bonheur, du bonheur, du bonheur. Il y a eu une époque où on ne parlait plus que de ça dans toute la presse, YouTube, les journaux, les magazines, les ateliers. C'était à qui en rajoutait sur le bonheur. Et Jean-Louis Servan-Schreiber, il nous parle du contentement. Et je dis, ben là, je trouve qu'il a vraiment fait très fort. Parce que le mécontentement, en France, on a la réputation d'être des râleurs et des mécontents permanents. Mais c'est une plaie spirituelle, vraiment. Parce que tu peux avoir des tonnes de choses, si tu es mécontent, tu n'en profiteras pas du tout. Comme tu peux avoir peu de choses, mais si tu as la gratitude au cœur, mais ce peu de choses va te combler et va te nourrir. Et je pense que la gratitude, savoir dire merci, avoir conscience de tout ce qui nous a donné, des chances qu'on a, c'est quelque chose oui, c'est un fondement, c'est quelque chose de premier. Apprendre aux enfants à dire merci, c'est pas juste dire merci à la dame, c'est leur inculquer quelque chose sur lequel le reste de leur construction intérieure, de leur cheminement spirituel va pouvoir se développer derrière. Moi, je casse les pieds avec mes enfants, avec mes 3 garçons depuis des années, avec une blague qui date de l'époque soviétique, c'est dire si elle est récente. Mais je la trouve tellement bonne qu'elle est impérissable. On racontait à l'époque, donc dans les années 80, que 3 chiens sont en train de discuter. Un chien français, un chien polonais et un chien russe. Et alors le chien français, il dit « Figurez-vous que ce matin, j'ai dû aboyer pour avoir ma viande. » Puis il y a le chien polonais qui dit « C'est quoi de la viande ?» Puis là le chien russe dit « C'est quoi aboyer ?» Excellent. Voilà. Et donc je dis à mes enfants, oubliez jamais qu'on vit dans un pays où on peut aboyer pour avoir sa viande. Oubliez pas ça. Parce que, et tu vois, mon second fils est parti 6 mois en Équateur l'année dernière avec un programme d'échange qui existe pour les lycéens entre 15 et 18 ans. Et alors, pour le coup, l'Équateur, c'est pas la France, il était en plus dans un lycée militaire, enfin une expérience de vie vraiment radicalement différente de celle qu'il avait en France. Et dans les choses qui m'a vraiment touché, qui nous a partagé quand il est revenu, à un moment il m'a dit, tu sais papa, là-bas j'ai appris le contentement. Ça m'a scotché, je ne savais même pas qu'il connaissait ce mot-là, tu vois. Ça m'a scotché. Ben oui, parce que comme tout est différent, il a passé 3 mois à manger du riz et du poulet matin, midi et soir. En gros, tout dans la première famille où il a séjourné, l'alimentation c'était ça, tu vois. C'était pas comme à la maison, c'était pas la même diversité alimentaire. Tu n'ouvres pas le frigo pour te dire tiens, je prends ci, je prends ça. Bon, et ça l'a amené à faire tout un chemin intérieur. Puis ensuite, quand tu reviens chez toi, au bout de 6 mois d'une vie comme ça, tu vois, dans une famille, à l'école et tout ça, tu dis ah ouais quand même. Ah oui, on a ça, puis on a ça, puis on a des trains qui roulent vite, puis tu vois. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus dramatique qu'à un moment de perdre de vue cette capacité à apprécier ce qu'on a, à remercier pour ça. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent aller mieux, qu'on peut toujours améliorer, mais au moins avoir cette base-là de se dire bon sang de bonsoir, mais quel privilège on a d'être né dans ce pays. De pouvoir aller à l'école, d'avoir un système de soins comme celui qu'on a, etc., etc. C'est important ce que tu viens de dire, parce qu'il y a 2 choses. Il y en a qui s'arrêtent au contentement, dans le sens où, voilà, j'ai ce que j'ai, je devrais m'estimer heureux, et j'ai pas à aspirer à plus. Or, ce que tu es en train de dire, c'est, on peut déjà remercier pour ce qu'on a, ce qui n'empêche pas de pouvoir poser des actions pour avoir plus, ou pour changer les choses. L'acceptation n'est pas la résignation. On en revient à ça. Mais donc, pour cette gratitude, tu l'associes aussi avec la joie. Oui, parce que je pense que la capacité, voilà, la gratitude, c'est vraiment le cœur qui parle, tu vois. Mais c'est le cœur éclairé aussi par l'intelligence, par la compréhension, par la conscience. Et que tu peux pas être dans la joie si tu es dans le mécontentement et que tu râles tout le temps, tu vois. Et il y a un moment où des fois je dis la gratitude, ou le mot merci, c'est probablement un des mantras les plus géniaux qui soit.
Alors, on connaît des mantras hindous, tibétains, qui sont formidables, qui sont puissants, qui sont géniaux. J'ai rien contre, bien au contraire. Mais merci, répéter comme un mantra. C'est-à-dire répéter 100 fois, 1000 fois par jour, du matin au soir, pour tout et n'importe quoi. C'est incroyable ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ouvre les yeux, tu vois, sur les gens, sur soi, sur la nature, sur... Tu vois, et en plus, moi, j'ai un côté joueur dans le sens où quand t'es gamin, t'apprends tout en jouant. Puis une fois qu'on est à 20 ans, alors tout devient hyper sérieux. Mais qu'est-ce qui empêche de jouer avec un outil spirituel? Qu'est-ce qui empêche de jouer avec un outil de développement personnel? Dans mon livre, J'arrête de juger, je propose une quinzaine d'outils et je dis à mes lecteurs, mes lectrices, je dis, amusez-vous avec un outil. Si au bout d'un moment, celui-là, vous vous en lassez ou ça devient machinal et plus réfléchi, prenez-en un autre. Eh bien, de s'amuser pendant quelques temps avec la gratitude, de dire, tiens, là, aujourd'hui ou demain, du matin au soir, je vais trouver 1000 prétextes à dire merci. Et puis le soir, avant de m'endormir, je fais le bilan de cette journée. Comment ça s'est passé par rapport à une journée comme d'hab? Et puis je peux le faire 2-3 jours de suite ou une semaine. Puis ensuite, je peux passer à autre chose. Mais de vraiment regarder qu'est-ce que ça fait en moi quand je... Et moi, je pense que c'est un mantra, mais qui peut même changer notre état physiologique, notre santé, le fonctionnement de nos cellules et de nos organes. Et donc la joie derrière, c'est qu'à un moment, waouh, tu te dis, mais... En fait, en disant merci, il y a cette ouverture à ce plus grand que nous, à cette dimension transcendante, à la vie. Tu parlais d'être dans le courant, que le ruisseau que je puisse être puisse se fondre ou se couler dans la rivière qu'est la vie. Il y a cette connexion qui se fait. Tu donnais aussi... quand on parlait du couple tout à l'heure, cette idée d'entretenir le jardin au quotidien. Et que, je regarde pour ma part, à quel point ne pas considérer que l'autre nous appartient, que ça y est, on est arrivé quelque part, dans le cadre d'une relation de couple ou avec des enfants ou son patron ou que sais-je, au même titre que la nourriture qu'on a sur table ou le fait d'avoir des oiseaux dans le jardin ou que sais-je. En tout cas, dans la notion de relation de couple, de dire merci pour les petits riens, un verre qui t'est apporté, l'autre qui prépare à manger, c'est pas un prétexte de se dire on est ensemble, elle me fait à manger, c'est normal entre guillemets, et de voir à travers cette gratitude dire waouh, j'ai de la chance, elle me fait à manger, elle nous fait à manger. Waouh, c'est super, j'ai même pas eu besoin de demander, elle m'apporte mon verre, elle m'a fait mon café. Ou c'est des exemples bêtes, mais c'est ces petites choses anodines, et d'en avoir conscience et de dire cette gratitude, de la reconnaître. La vie, sans que j'ai même eu à le demander, me le donne. Waouh! Ouais, tu sais, c'est Guy Bedos qui dit, chaque matin, j'apporte son café à ma femme au lit. Elle n'a plus qu'à le moudre. Je la connaissais celle-là, je me demande si c'était pas Coluche d'ailleurs. mais c'est incroyable la magie. Et en fait, et tu vois, si je rebondis sur ce que tu dis là, blague à part, pour moi la gratitude c'est déjà une école de la conscience. Parce que le moment où on ne voit plus ce qu'on a, sa santé, son couple, le moment où tout est pris pour acquis, le moment où ça a sombré dans l'inconscient, ça fait juste partie du décor. Mais c'est un appauvrissement énorme, tu vois. Et tu sais, il y a ce discours mythique de Bill Gates qu'il a fait à l'université de Stanford, un discours de 10 minutes, où il leur dit, je vais vous parler de 3 choses. C'est un discours, moi j'ai retrouvé le texte pour l'imprimer parce que c'est magistral dans la façon dont c'est écrit, dont c'est transmis, dans les idées, dans ce cadeau de dingue. Il a été vu des dizaines de millions de fois sur YouTube, dans toutes les langues, ce texte. Et à un moment, je crois que c'est la 3e des choses dont il parle à ces jeunes, il leur parle de la mort. Il leur raconte comment un jour il va faire un contrôle médical, puis on lui dit « ça serait bien que vous rentriez chez vous, puis que vous fassiez de l'ordre dans vos affaires ». Il dit c'est le langage des médecins pour dire « vous allez bientôt crever », quoi, parce qu'il avait un cancer du pancréas et qu'au départ, les médecins lui donnaient 3 mois à vivre, tu vois. Et il raconte comment cette confrontation brutale avec l'idée de se dire « oups, dans 3 mois je suis plus là », tu vois, ce que ça a décalé. Voilà. Et tu parlais plus tôt dans cette interview de l'impermanence, qui est un concept fondamental dans le bouddhisme. Mais quand tu te dis, attends, mais
qu'est-ce qui me garantit que ma femme, elle sera encore là demain? Qu'est-ce qui me garantit que mes enfants seront encore là? Qu'est-ce qui me garantit qu'est-ce qui me garantit quoi que ce soit, tu vois, en termes de ma santé, en termes de mon job, en termes de l'économie mondiale, en termes de tout ça. En plus, à cette époque où pour moi, je trouve qu'on vit une époque qui est caractérisée par un niveau d'incertitude absolument colossal partout. Donc, de vivre aussi avec cette conscience de l'impermanence et de la mort et de la disparition potentielle de tout ce à quoi on est attaché, c'est pas pour nous rendre pessimistes et tristes, etc. C'est au contraire pour nous dire, mais pour l'instant, je suis là. Regarde, on est là, on a la joie de passer un super moment ensemble, d'échanger, etc. D'être vraiment là, de ne pas être en train de penser ailleurs ou d'être à moitié endormi et de vivre sa vie comme un somnambule. Moi, quand je fais du rêve lucide à 20 ans au départ, je fais du rêve lucide pour introduire de la conscience dans ce qui est inconscient. C'est vrai. Par définition, qui est le sommeil. Ouais. Et comment est-ce que je vais réussir ça? Avec un petit truc qui me tombe dessus, je réinvente la pleine conscience sans savoir que ça existe. Je me dis, attends, si je veux devenir conscient dans mes rêves, il faudrait peut-être que je commence par être conscient dans ma vie éveillée. Je me rends compte à quel point on n'est pas conscient la plupart du temps. Et donc, je vais prendre un stylo, je vais me faire un gros C sur la main gauche, et 10 fois, 20 fois, 50 fois par jour, je fais des pauses de conscience. Tu vois. Ah oui, je suis là, avec Laurent, on est en train de faire une émission. Ou ah, lui, je suis en train de marcher. Et ce qui fait que petit à petit, cette habitude de mettre de la conscience, et donc ce qui est une technique au départ pour arriver à un but précis, le rêve lucide, va en réalité transformer ma vie éveillée. C'est-à-dire que oui, je vais réussir, je vais effectivement avoir 5-6 rêves lucides par semaine et non plus 3-4 par mois, mais surtout, je vais mettre de la conscience dans mon quotidien aussi souvent que possible. Alors, dire merci, avoir de la gratitude pour toutes les petites choses, grandes choses, mais belles choses de notre quotidien, pour le fait que le soleil nous réchauffe de ses rayons, ou que la pluie nous berce par ses gouttes qui tombent, ou le café à moudre au lit, ou que sais-je. Dire merci et avoir de la gratitude quand il y a un événement dans notre vie qui arrive, le décès d'un enfant, son animal de compagnie, être foutu à la porte de son boulot, une dépression, un accident. Est-ce qu'on peut dire merci? Est-ce qu'on peut avoir de la gratitude pour ça? Alors je vais te dire un truc, si demain tu vas dans une salle de remise en forme, parce que tu as décidé de te muscler un peu, tu vas pas aller vers les haltères de 100 kg, puis, parce que sinon, dans le meilleur des cas, tu n'arriveras pas à le soulever, dans le pire, tu vas te faire mal. D'accord? Donc tu vas commencer par peut-être 5 kg, peut-être 10, et puis tu vas grimper jusqu'au moment où tu auras la capacité à soulever tes 100 kg. Les outils de développement personnel, c'est pareil. La gratitude, déjà commencer avec tout ce qui va bien, ça met en route un muscle, ce muscle gratitude qui commence et puis tout d'un coup, tu oses une petite étape en plus en disant merci d'être au chômage. J'ai quand même la chance d'être dans un pays où on touche le chômage. Il y a des pays où il n'y a même pas ça, quoi. Bon, je préférais avoir du boulot, mais quand même, merci. Et puis, de truc en truc, tu vas tout d'un coup te dire, tiens, par exemple, tel événement qui m'est arrivé, sur le moment, waouh, j'ai trouvé ça vraiment super dur. Et en même temps, si je regarde, c'est grâce à ça qu'ensuite, il m'est arrivé ça, ça, ça et ça, donc je suis super content. Donc, aujourd'hui, j'en remercie pour ce qui s'est passé là, mais qu'est-ce qui m'empêcherait de prendre un pari sur l'avenir, ce que j'appelle le pari du sens, et de dire, même si je ne le vois pas là maintenant, même si c'est difficile, même si c'est plus que difficile par moment, et si au fond, cet événement-là avait un sens, avait une utilité que je découvrirais dans 6 mois, dans 1 mois, dans 1 an, peu importe. Et si je prenais le pari sur l'avenir et que je remerciais dès maintenant. Et là, de nouveau, je dis, c'est un truc, il faut jouer avec ça. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, et je ne serais peut-être pas là d'ailleurs en train de te parler si je ne l'avais pas vécu, puisque il y a 10 ans de ça, j'aidais une jeune traductrice à se lancer dans la profession, quand elle me plante un couteau dans le dos, en bousillant la relation que j'ai à l'époque avec l'éditeur qui m'assure le 85% de mes revenus. Donc, du jour au lendemain, j'ai plus de boulot.
j'ai plus de travail, j'ai plus d'argent qui rentre, j'ai une maison à payer, j'ai 3 garçons, et je me dis, mais la cata. Et je me suis vraiment pris 24 heures, mais d'effondrement, tu sais. Et puis alors tout y est passé sur le moment parce que je ne suis pas Superman, hein, donc j'ai eu la peur, j'ai eu de la colère contre elle, j'ai eu de la colère contre l'éditeur, j'ai eu de la colère contre moi en me disant t'as prêté le bâton pour te faire battre, t'aurais dû faire plus attention, et ci et ça. Je passe une nuit là-dessus, et puis comme je m'efforce quand même de mettre en pratique ce que j'enseigne, le lendemain matin je me réveille et la première pensée qui me vient à l'esprit est de me dire et si c'était un cadeau ? Et si c'était une chance ? Ça fait 10 ans que je suis planqué derrière mon bureau, je traduis livre sur livre sur livre sur livre, je fais plus que ça. Je donne pas de conférences, j'enseigne pas, j'écris plus de bouquins à moi, etc. Et si la vie, de manière un peu brutale, un peu pas très sympa dans la forme, était en train d'essayer de me remettre sur ce qui sont vraiment mes rails. Rien que le fait d'avoir changé ce point de vue, tu vois, au lieu de me dire c'est une calamité, le monde est injuste, Calimero, tout le bazar, etc. Rien que ça fait que mon émotionnel redescend de quoi 50-60%, tu vois. Je commence à souffler un petit peu. Donc du coup, je commence à élargir mes horizons, à me dire, ok, je ne peux plus traduire, je fais quoi ? Eh bien, j'ai écrit 2 livres en 3 mois. Un de ces 2 livres s'appelait Le don du pardon. L'écriture de ce livre a déterminé tout ce que je fais depuis 10 ans dans ma vie. Tu vois ? Donc c'était un vrai cadeau. Alors c'est un cadeau qui a pris une forme pas très sympa, mais c'était un vrai cadeau. Et le fait d'avoir pu, en 24 heures, si tu veux, lâcher ma colère, mon énervement, ma peur, mon flip, etc., m'a permis d'accéder d'autant plus vite à ce cadeau, alors que j'aurais pu passer des mois, et peut-être même pire que ça, à maudire le sort et à m'apitoyer sur moi-même. C'est super important ce que tu viens de dire, parce que pour ceux et celles qui nous écoutent, il ne s'agit pas tant de dire merci pour un événement qui peut être douloureux qui nous arrive dans la vie, pour que le lendemain, on se remette dans le côté Calimero, à se plaindre, à gémir. Le merci dont on parle, et de dire merci à l'événement quand bien même il est douloureux, c'est une pratique du quotidien, parce que ce quotidien-là nourrit l'ouverture dont tu viens de parler à l'instant. C'est-à-dire que de parier sur l'avenir, que c'est pour quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus lumineux pour toi, pour ton évolution, plus d'épanouissement, etc., c'est un pari. Et il n'y a personne qui peut te dire que ça va être le cas. Personne. Il y a même, la plupart du temps, des gens autour de toi qui diront « Non, mais là, les carottes sont cuites, hein, c'est mort. » Pour t'encourager, pas évident. Donc c'est là où on voit que cette gratitude est en lien avec la foi. Et de surcroît, tu es en train de nous dire que c'est ce travail du quotidien, de laisser la porte ouverte, parce que si tu l'avais refermée, peut-être le lendemain, cette porte que tu avais dit, que tu avais entrouverte, pourrait-on dire, eh bien peut-être que tu n'auras pas eu l'opportunité d'avoir la bonne rencontre au bon moment, d'avoir eu l'occasion de tomber sur le bon texte, sur les aides. En fait, le merci dont on parle, la gratitude dont on parle, qui se nourrit au quotidien, permet de laisser la porte ouverte au mystère, à la magie. Oui, et au sens. Par la même. Je reviens au pari du sens. En gros, pour moi, il n'y a que 2 choix. Soit ce monde a un sens, soit il n'en a pas. S'il en a un, il en a tout le temps. Et s'il n'en a pas, il n'en a pas du tout. C'est pas un jour, ma vie va bien, donc je me dis que les choses ont un sens. Demain, ma vie va pas bien, je me dis finalement tout ça est absurde, tu vois. Et faire le pari du sens. Faire le pari de se dire, mais il n'y a pas un Dieu vindicatif et jaloux qui est là pour me foudroyer, ou des seigneurs du karma qui vont m'envoyer des atrocités, etc. Fondamentalement, il y a un processus qui, si je l'écoute, si je l'accompagne, si je vais avec, est destiné à me permettre d'avancer sur mon chemin, de grandir, d'évoluer, de me transformer. De faire ce pari-là, ça change la manière dont tu abordes, y compris les moments les plus terribles de ta vie. Et quand je pense à ça, je pense notamment justement à des deuils, à des choses où tu te dis, ouf, tu vois. Et de pouvoir à la fois encaisser le choc, parce que le choc, il est quand même là, tu vois, mais de ne pas y rajouter une couche
de jugement, une couche de désespoir, une couche d'absurdité, et puis à partir d'un événement qui est déjà suffisamment costaud à digérer, en faire quelque chose qui est finalement 3 ou 4 fois plus épais et plus lourd. Amer, Ça, c'est quelque chose qui nous est possible. Moi, dans tous les livres que j'ai lus sur le pardon, il y en a un qui est complètement à part parce que, à la limite, il est presque pas sur le pardon. C'est le livre de cette femme, Aurélie Moncam, qui est pédiatre à Échirolles. Tout le monde a entendu parler de son fils et de l'ami de son fils qui ont été tués dans une bagarre de quartier il y a quelques années. Il y a même Calogero qui a fait une chanson au mauvais endroit, au mauvais moment, inspirée de ça. Et cette femme, pédiatre d'origine camerounaise, a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le ventre arraché, où elle raconte, voilà, tout d'un coup, son fils lui est pris, quoi. Et ce qu'il y a d'incroyable dans ce livre, c'est que c'est une femme qui a vraiment la foi, je pense, qui est habitée par quelque chose de très fort. Et à un moment, à la moitié du livre, elle dit, un jour je me suis rendu compte que j'en voulais pas à ces jeunes qui ont tué mon fils, et que je n'en voulais même pas à Dieu non plus. Je me suis pas dit pourquoi moi, pourquoi eux, pourquoi mon fils, etc. Et en fait, tu te rends compte, elle dit que voilà, pendant 1 an au moins, elle va avoir des pleurs qui peuvent venir à tout moment. Enfin, le deuil est là, le chagrin est là, la peine est là, mais dans ce qu'on lit de son témoignage, ne viennent pas se greffer par-dessus le sentiment c'est injuste, ça n'aurait pas dû arriver, et la colère, et l'injustice, et l'absurde, et tout ça. Et l'impression qu'elle donne, et c'est ce que racontait la personne qui a écrit la chanson de Calogero que j'ai entendue à France Inter il y a 15 jours, elle disait quand elle a rencontré cette femme, elle disait mais il se dégage quelque chose d'incroyable, tu vois. Parce que je pense que quelqu'un qui est habité par ce sens, qui arrive même dans les moments les plus terribles à se dire ok, c'est vraiment pas ce que je me souhaite, mais s'il faut en passer par là, eh ben, on va essayer de transformer ça, comme d'autres personnes qu'on a invitées aux Journées du Pardon, Jean-Paul Samputu, survivant du génocide rwandais, Jean Foury, dont la fille a été tuée dans un attentat à Johannesburg, etc. Tu vois des gens qui, face à l'indicible, à des grandes douleurs, ont réussi à faire un chemin extraordinaire parce que, notamment, ils ne se sont pas enfermés dans la propre prison de leur jugement, d'une vision tellement limitée qu'ils sont devenus à leur insu, ils seraient devenus à leur insu leur propre bourreau. C'est la fin de cette émission, Olivier. Gratitude pour ta présence ici, pour nous avoir parlé de ce livre. Je rappelle le titre « Lettre à ma prochaine incarnation », lettre au pluriel, bien évidemment. C'est aux éditions Flammarion. Vous pouvez vous procurer le livre en accédant à l'article de cette émission sur Immédiat. Vous avez tous les liens vers Flammarion, notamment vers le site d'Olivier, son email, sa page Facebook. Tu as une chaîne YouTube ? Il y a un site du livre, d'ailleurs, qui est consacré à ce livre, oui. où on peut télécharger une lettre en audio, une lettre en PDF. Il faudra que tu me l'envoies, je ferai en sorte de pouvoir mettre l'info si jamais je venais à ne pas la trouver. Donc, livre magique, déjà, comment apprendre sur soi à travers l'humour. Je crois que vous avez remarqué qu'Olivier en a beaucoup. Donc, vous vous marrez bien, vous apprenez, et en même temps, l'occasion vous est donnée, si vous le souhaitez, de passer à la pratique et peut-être vous-même d'exercer et d'écrire vos propres lettres pour vos prochaines incarnations. Et je suis quasiment certain, et je lance là un appel à tous ceux et celles qui voudront se prêter au jeu, de le faire et de nous faire des retours. Qu'importe le retour, n'importe quel type de retour, s'il se passe quelque chose ou pas d'ailleurs, on va se dire laisser au moins 6 mois entre la pratique et le retour dans la matière, de voir ce qui se passe, et de nous faire donc ce retour en témoignant dans les commentaires sous la vidéo ou sur le site d'Immédiat. Voilà, je suis très curieux et je ne manquerai pas de faire suivre ces retours auprès d'Olivier. Donc allez-y pour ceux et celles qui souhaitent se lancer, et je suis persuadé, intimement convaincu qu'il y aura de très très grandes surprises pour celui ou celle qui se prêterait au jeu. Donc voilà, que vous dire d'autre ? Un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. N'hésitez pas à la partager si vous avez apprécié cette émission, bien évidemment. De nous soutenir financièrement, de laisser un commentaire. Voilà, un grand merci de nous avoir suivis. Olivier, un grand merci pour ta présence. Écoute, merci à toi aussi pour cette opportunité. Et on se retrouvera certainement peut-être une prochaine fois. Si Dieu le veut. Au revoir Olivier, merci. Au revoir Laurent, merci aussi. Merci à vous tous, à bientôt
pour une nouvelle émission Quantique Planète. Au revoir.